Voilà. Donc je me permets de revenir juste un petit peu en arrière parce que j'avais pas lancé l'enregistrement pour que chaque personne puisse voir le replay ensuite. Donc on va comprendre et sortir de l'épuisement amoureux, c'est le thème de cette masterclass de ce soir. Alors pourquoi ce thème? Parce que je travaille énormément sur la connaissance de soi et sortir de l'épuisement, c'est un thème de mes prédilections. Jusque-là, j'ai abordé les thèmes de épuisement au travail, l'épuisement parental et l'épuisement sous toutes ses formes, et je n'avais pas encore abordé l'épuisement en masterclass, l'épuisement amoureux, et comme j'accompagne de nombreuses personnes qui ont cette problématique, j'ai choisi et décidé d'organiser cette masterclass afin que chacun puisse avoir ses apports en neurosciences via cette masterclass. Alors qu'est-ce qu'on va voir ce soir ensemble? On va voir la programmation de la soirée. Qu'est-ce que l'épuisement amoureux? En quoi est-il en cause de votre mal-être, de votre baisse de motivation? On verra ensuite un test pour savoir quel est le profil psychologique pour aimer et être aimé. Ensuite, on verra la notion de plaisir et de douleur. Ensuite, on verra quels besoins voulez-vous combler quand vous êtes en couple. Êtes-vous prêt à être en couple ou à nouveau en couple? Et ensuite, transformer votre vie et votre état d'esprit. Et en dernière partie, en 7e partie, on verra oui à l'amour idéal sans souffrir atrocement. Alors, qu'est-ce que l'épuisement amoureux? Et est-il en cause de votre mal-être et de votre baisse de motivation? J'aime à le rappeler, dans le programme que j'ai lancé, Tomber, se relever plus vite, plus fort, on a différents domaines de vie. On a 5 domaines de vie qui sont soit le couple, les enfants, le travail et la tribu, dimension sociale, la dimension sociale. Dans ces 5 domaines de vie, souvent, ce qui se passe quand les personnes sont en épuisement, c'est que les domaines de vie n'ont pas été mis dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on a fait passer, par exemple, le travail avant soi, ça c'est le cas précisément de l'épuisement professionnel, où le travail ici est passé avant tout le monde. Parfois, c'est les enfants qui passent avant tout et il y a un épuisement parental. Par exemple, pour la maman, ça peut être un épuisement parental. Parfois, ce sont les amis qui passent devant en premier et il y a un épuisement parce qu'on a tout donné pour ses amis. Dans la grande famille, la dimension tribale, il y a aussi les parents, les cousins, cousines, etc., les frères et sœurs. Et parfois, on fait passer ses parents avant, par exemple, quand on est dans une relation de soins pour aider les parents qui sont malades ou âgés, et on va les faire passer avant, et on peut tomber en épuisement. Alors, pourquoi j'aborde beaucoup le sujet de l'épuisement personnel? Parce que vous voyez que dans les 5 domaines de vie, pour soi, pour le couple, les enfants et la dimension tribale et familiale, on a 4 domaines de vie qui sont du domaine de l'épuisement personnel, pour un domaine de l'épuisement professionnel. Donc, c'est ce qui est différent. Et nous, ici, on va, dans cette masterclass, le but est toujours d'apporter des connaissances, avoir de la compréhension, une conscience de ce qui se passe pour avoir un changement de pensée ou de comportement. Parce que 98% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. On a 60 000 pensées par jour, oui, et on a surtout chaque jour 5 000 questions. Dans ces 5 000 questions, nous avons chaque jour 2 500 questions qui sont liées aux notions de contrôle et 2 500 questions qui sont liées à nos peurs. Donc, travailler sur notre notion de contrôle et nos peurs, ces questions-là, va nous permettre d'avancer. Chaque jour, on n'a que 2% de pensées nouvelles. Et donc, ces 2% de pensées nouvelles permettent, c'est sur ces pensées nouvelles qu'on va travailler pour pouvoir changer le comportement. Qu'est-ce que c'est que l'épuisement? L'épuisement, c'est cette partie qui est là, qui est en 3e phase. Cette partie qui est là, ça suit souvent un choc, un trauma. Alors ça, c'est une chose qu'on aborde énormément dans Tomber, se relever, le programme Tomber, se relever. Et c'est un choc, il se passe un choc ou un trauma dans ces 5 phases. On va passer par le déni. On va être en déni d'une problématique, en déni du fait d'être épuisé, en déni d'être dans une problématique, dans un conflit, en déni. On va pas le voir, on va pas vouloir le voir, on va pas savoir regarder le problème. Ensuite, on va avoir une phase de colère et de peur. Donc, dans cette phase de colère, on peut avoir de la colère tournée contre soi ou tournée vers l'autre. Et on va glisser dans la 2e phase, dans une phase de peur. Que va-t-il se passer? On va plus m'aimer. Ou que vais-je devenir? Je vais finir seule, etc. Et ensuite, il y a la phase de tristesse. La phase de tristesse, dépression, burn-out ou marasme, c'est la même phase. Dépression, j'aime à le dire que c'est dégager la pression. C'est une phase naturelle, normale, qu'il est nécessaire d'aborder sereinement et d'avoir les forces pour pouvoir remonter. Vous voyez, ça fait comme un V de victoire, là, pour aller chercher nos nouvelles forces. Parce que ça, c'est la courbe de Kruger-Ross qui est important de connaître et de savoir se situer dans la courbe. Si on est, par exemple, toujours dans le déni, eh bien, on n'avancera pas, bien sûr, puisque les nouvelles forces sont ici.
Et les prises de décision, expérimentation sont là. Alors, dans la série Tomber, se relever, j'aborde beaucoup et je développe beaucoup tout ce qui est trauma, traumatisme, choc, qu'est-ce qui est lié à ce trauma et traumatisme. Le déni, c'est par exemple, alors là on est dans l'épuisement amoureux, hein, notre thème aujourd'hui c'est l'épuisement amoureux. Par exemple, on peut être dans le déni d'une relation de couple qui se termine, ou dans le déni d'un échec, ou dans le déni d'une problématique, et on ne veut pas changer. On dit que le problème c'est l'autre, c'est forcément l'autre, alors que le problème c'est chacun. Chacun dans la relation amène l'eau au moulin ou contribue. On verra tout ça durant la soirée. Donc, on peut passer par des phases de colère, de peur et tomber dans cette tristesse. Aujourd'hui, on va chercher à trouver les décisions et les expérimentations pour avoir les nouvelles forces. Connaître aussi les causes qui vous ont fait chuter dans cette colère, cette peur et cette tristesse. Alors, sortir de l'épuisement amoureux, quels sont les candidats qui vont être candidats pour un burn-out amoureux et quels vont être les candidats qui vont être candidats pour la dépression amoureuse? Parce que et il est important de dire que ça va pas être les mêmes personnes qui vont être candidats au burn-out ou à la dépression. Tout le monde. J'aime à le dire everybody, avec mon accent entre belge et flamand des Hauts-de-France, un accent dynamique. J'aime à le dire que tout le monde peut faire une dépression. Dépression amoureuse ou dépression. Tout le monde. Par contre, tout le monde ne fera pas un burn-out. Un burn-out, c'est dédié aux personnes qui vraiment donnent trop, ils sont très investis, les perfectionnistes, les profils anxieux, les personnes au potentiel, les personnes qui ont à cœur de bien faire par exemple leur travail quand c'est un burn-out pour le travail, mais qui sont soucieux de tout donner. Alors, qu'est-ce qui différencie les candidats au burn-out et les candidats à la dépression? Eh ben c'est parce que c'est pas du tout pareil dans le cas du burn-out et de la dépression. Dans le burn-out, c'est vraiment c'est brûler, c'est le feu. Il y aura un effondrement du système nerveux complet parce que tout a cramé. La personne en burn-out, elle veut y croire, elle veut toujours croire au couple et elle va toujours tout donner jusqu'à se cramer. Et ça, c'est le cas des burn-out amoureux, des burn-out affectifs, mais aussi des burn-out des mamans parentaux ou des burn-out au travail, ou que ce soit. Par contre, une dépression amoureuse, c'est qu'il y a plus de sens dans le couple. On trouve plus de sens, on est apathique, plus rien correspond à son idéal de vie. Dans l'histoire du burn-out, c'est vraiment des personnes qui ont été passionnées, qui ont tout donné. Et ils ont plus de cartouches. Ils ont vraiment plus de ressorts. Elles aimeraient arriver à leurs objectifs, arriver à réussir leur couple et à faire vivre leur histoire d'amour, mais tout compte fait, ça peut pas marcher parce que, en fait, elles veulent y croire, elles veulent absolument croire que ça va aller, et elles vont être en incapacité de faire face et à se remettre en question. Elles vont vraiment jamais lâcher. Alors, et elles vont dire j'y arrive pas. Pendant qu'elles sont en couple, là, elles vont s'épuiser dans le couple. C'est différent de quelqu'un qui va faire une dépression. Une dépression, il y aura perte de sens dans ce qu'il fait et va plus atteindre du tout ses objectifs. Que dire de plus pour les symptômes du burn-out? Et les personnes qui sont en burn-out, elles veulent tout contrôler. Elles veulent vraiment, elles ont des attentes très hautes, elles ont l'attente que leur couple soit parfait, elles vont tout faire pour réussir. Par contre, elles vont pas vouloir écouter les besoins de l'autre forcément en face. Elles sont que avec les œillères et y aller. Elles vont même plus entendre et elles vont penser que l'autre est l'ennemi. Au début, dans tout ça, dans l'histoire du burn-out, il y a toujours une déception et quelque chose qui va faire qu'on va complètement se cramer. Il y a toujours un gros écart entre le réel et les attentes. Jamais la réalité, elle est toujours plus dure et plus souffrante que ce qu'on avait imaginé. Les personnes qui vont faire un burn-out ou des dépressions, ce sera des personnes qui ont une difficulté d'adaptation à des forts stress. Et ça, on le verra avec le phénomène d'attachement, le processus d'attachement. Toutes les sphères sont touchées dans les sphères du burn-out amoureux, c'est la sphère affective, sentimentale et sexuelle. Il y aura plus rien et il y aura complètement après ça un désinvestissement complet. Alors quels vont être les symptômes? Les symptômes, ça va être une fatigue chronique, on n'a plus de jus, on est épuisé, on est craqué de partout, on n'en peut plus. Il y aura une fatigue chronique, il y aura des troubles du sommeil, des troubles digestifs, un système nerveux complètement déréglé, épuisé, à terre. On va avoir des troubles du dérèglement du système, on aura de l'inquiétude, on aura une hypervigilance constante,
on va être complètement anxieux ou anxieuse, hein. On va douter, on va commencer à douter de l'autre et on va essayer de manipuler l'autre. Alors, on va penser que l'autre, il nous envahit et que l'autre est méchant. On va aussi penser que l'autre en face est une mauvaise personne. On va être vraiment envahi dans la tête. C'est comme la psychologue qui en a beaucoup parlé, c'est Véronique Cohn. Et elle va épuiser que c'est comme un cracus. On va gentiment sombrer et on va se retrouver impuissant face à la situation. On a tellement ce côté persévérant qu'on veut pas lâcher et on se sent coincé comme une souris dans son piège. On va être dans une insécurité affective et il y aura quelque chose d'obsessionnel. On pense que la personne qui est en burn-out pense que son histoire, elle pense tout le temps à son histoire et elle n'arrête pas d'y penser. Elle peut plus penser à autre chose, elle peut plus penser à son travail, elle peut plus penser à rien, elle pense qu'à son histoire. Et elle trouve plus d'échappatoire à cette affaire. Elle aura des troubles somatiques, des problèmes d'eczéma, etc., une irritabilité, des sautes d'humeur. On va déclarer ce genre de choses. Il y aura aussi, dans ce genre d'épuisement, on va se retrouver avec des problématiques qui vont faire que la personne a beaucoup d'irritabilité, elle va pouvoir passer du rire aux larmes très très rapidement. Et elle est complètement à plat. Il n'y a plus de jus, en fait. Elle ne peut plus avancer. Il y a des conséquences sur sa vie et sur son travail. Alors, c'est plus souvent les femmes qui sont atteintes, mais il y a aussi des hommes qui sont atteints de burn-out en nous. La dépression, je l'ai dit, tout le monde peut être atteint. Alors, tout le monde n'est pas, comme je dis, tout le monde n'est pas candidat au burn-out. C'est aussi les personnes très altruistes qui ont l'habitude de s'occuper des autres et de prendre soin des autres qui vont faire un burn-out amoureux. Alors, souvent, dans le burn-out amoureux, ces personnes, elles vont vouloir conserver la relation parce qu'elles gardent toujours un espoir. Elles veulent conserver la relation. Alors que, en fait, c'est pas par là qu'il faut prendre le problème. Hein, parce qu'elles vont continuer à s'épuiser. Dans cette histoire, en fait, c'est vraiment quand vouloir réussir son couple conduit à l'épuisement amoureux. Et la vraie question, c'est pourquoi la personne, elle fait ça et elle peut pas décrocher, elle veut vraiment réussir. C'est quelque chose de l'histoire de la performance. Elle veut réussir coûte que coûte, quitte à être... et elle en est malheureuse, elle est épuisée, elle en peut plus. Donc, c'est vraiment cette histoire-là. J'ai défini le burn-out et l'épuisement. Et là, je vais aborder l'épuisement amoureux et les 4 amours suivant Jacques Salomé. Alors, les 4 amours suivant Jacques Salomé, c'est l'amour parental, c'est l'amour du parent pour un enfant. Ça, on sait que l'amour du parent pour l'enfant, c'est un amour inconditionnel. Ensuite, on a l'amour filial. C'est l'amour de l'enfant pour le parent, qui est pas tout à fait pareil, hein. On sait que on n'aime pas de la même manière nos parents qu'on aime nos enfants. C'est différent. Donc, ça s'appelle l'amour filial. Ensuite, il y a l'amour amoureux. C'est l'amour vis-à-vis d'un partenaire. Et ensuite, on a l'amour de soi. C'est un amour très bienveillant et de tolérance à l'égard de nous-mêmes. Et cette notion d'amour de soi est très importante. Alors, si on comprend bien l'amour parental, l'amour filial, l'amour amoureux vis-à-vis d'un partenaire, je vais en parler beaucoup toute cette soirée pour définir ce que c'est. L'amour de soi, c'est vraiment une notion très, très importante et c'est la première à travailler pour pouvoir sortir de l'épuisement amoureux. Parce que l'amour de soi, c'est l'amour de la bienveillance et de la tolérance à l'égard de nous-mêmes. Si je ne m'aime pas, je serai en difficulté d'aimer. Donc, si on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra pas aimer l'autre. Je serai dans le besoin d'être aimé et si je ne m'aime pas, je vais dire à l'autre, aime-moi, aime-moi, aime-moi. Et ce qui sera impossible, ça va créer un déséquilibre dans les couples. C'est l'origine des fractures de couple. L'amour de soi fait partie de la triade qui nourrit l'estime de soi. On a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. C'est ces 3 piliers qui font partie de l'estime de soi. Quelque chose qui est construit durant l'enfance, mais parfois n'est pas assez construite et il va falloir le construire. Donc, les 3 piliers. Image de soi, amour de soi et confiance en soi. Les 3 mystères de l'amour décrits par Jacques Salomé, c'est « je ne peux pas me dicter mes sentiments, je n'ai pas le pouvoir sur les sentiments qui sont les miens et sur les sentiments de l'autre, l'humanitude. Je ne peux pas me dicter mes sentiments, je n'ai pas le pouvoir sur les sentiments qui sont les miens et les sentiments de l'autre. Donc, on n'a aucun pouvoir. Nous, on n'a aucun pouvoir sur nos sentiments. Alors, le sentiment, je redéfinis, hein, on a les émotions, joie, peur, colère, tristesse. Ce sont des émotions à laquelle s'ajoute le dégoût et la surprise. Les émotions
De là en découle le sentiment. Sentimental, c'est le ressenti au niveau du mental, au niveau du préfrontal, etc. Les émotions, ça va être au niveau du cerveau limbique. Le sentimental, le ressenti au niveau du mental. Ça veut dire qu'on ne peut pas dicter ses sentiments. On peut avoir des sentiments d'indifférence, de coupure des besoins, de plus être dans l'intérêt, etc. Mais on ne peut pas dicter ça. 2, on ne peut pas, nul à l'avance ne connaît la durée de l'amour. Donc, il faut vraiment relativiser. Il y en a qui disent, bah, il faut que ça dure toute la vie jusque l'enterrement, etc. Sauf qu'on ne peut pas connaître la durée de l'amour. L'amour cesse à un début, à une fin, et il peut et il cesse. Et Jacques Salomé dit vraiment qu'il faut vivre l'amour au présent, car personne ne sait la durée de l'amour. Les prémices de l'amour, c'est que 80% des gens vont rencontrer un pseudo-amour. C'est pas le vrai amour, c'est l'amour de la peur. J'aime quelqu'un qui se laisse aimer, ne me quitte pas, ne me laisse pas. C'est une personne qui va dire ça, en fait, ne me quitte pas, ne me laisse pas, surtout j'ai peur d'être seule. On verra ensuite, suivant les besoins, la pyramide de Maslow, et suivant nos différents besoins, pourquoi ça se produit. Ensuite, on a l'amour de compensation, c'est-à-dire que l'autre attend qu'on lui donne l'amour qu'un parent aurait dû lui donner. Ça, c'est 25 à 30% des couples. Alors forcément, l'amour de peur et l'amour de compensation, c'est des amours qui vont être dans le pseudo-amour et qui vont rencontrer forcément des échecs. Alors ce n'est pas la qualité, ce n'est pas l'amour qui laisse deux êtres dans la relation, c'est la qualité de la relation. Alors il faut nourrir la relation, vivifier la relation et dynamiser la relation. Les sentiments qu'il a chez l'un ou chez l'autre et les sentiments que l'on reçoit de l'un ou de l'autre. Ça c'est important, la qualité de la relation. Ça on ne cesse de le dire, hein, on parle de qualité de communication. Qualité dans la relation, c'est très très important. Alors, ce qui réside à la rencontre amoureuse, ce que nous apporte Jacques Salomé, c'est l'attirance, donc la réciprocité. Ensuite, il y a la notion d'affinité, de découverte, par exemple, apprendre de l'autre, la découverte, les coups de cœur ou l'enthousiasme. Et ensuite, il y a la notion de désir. C'est pas forcément présent chez les deux en même temps. Il y a des temps de partage et d'émerveillement mutuel. Donc ça, on peut pas aussi contrôler ce désir. On continue. Et là, je voudrais aborder avec vous, pour sortir de l'épuisement, il est très important de connaître cette théorie de l'attachement. L'attachement, en fait, c'est un concept d'attachement qui a été initialement formulé par Bowlby à partir des observations des comportements de jeunes enfants en présence ou lors de la séparation avec leur mère. C'est Bowlby en 69, en 73 et en 80. Ça, c'est vraiment le maître de tous les travaux qui découlent de l'attachement. On a 4 styles d'attachement à l'âge adulte. Dans leur ouvrage de psychothérapie de l'attachement, Christine Genet et Estelle Wallon présentent les 4 styles d'attachement à l'âge adulte. Il y a l'attachement sécure. C'est un modèle de soi positif. On a un modèle de soi positif et un modèle de l'autre positif. Ensuite, on a un modèle d'attachement complètement détaché. C'est le modèle de soi qui est positif, mais le modèle de l'autre est négatif. Ça veut dire que l'autre est un danger et va nous empêcher de tourner rond, etc. Ensuite, on a un modèle d'attachement préoccupé. On se sent négatif, on est négatif par rapport à soi, donc on n'a pas d'amour de soi, en fait, c'est ça. Et on a un modèle des autres positif. Ça, c'est le préoccupé. Et le dernier attachement est le craintif, c'est un modèle de soi négatif et un modèle de l'autre négatif. La réponse à la menace et au stress est au cœur de la théorie de l'attachement. C'est la réponse à la menace et au stress. Il existe un lien entre l'attachement et la santé mentale. Alors pourquoi on va identifier son propre style d'attachement afin de gagner en qualité de vie, de communication, de relation aux autres? On va gagner en qualité de vie, dans sa communication, avec sa relation aux autres, dans son couple, en gestion émotionnelle, en résistance au stress, à la meilleure santé physique et mentale pour tout. On a remarqué aussi que les stratégies activées en cas de détresse par une personne ayant un attachement sécure, donc un modèle de soi positif et un modèle de l'autre positif, ça peut constituer un facteur de protection face aux grandes difficultés de la vie. Mais c'est pas synonyme d'invincibilité. Ça veut dire qu'on aura aussi des personnes avec des modèles d'attachement très insécures qui vont arriver à sortir de ces tourments de la vie parce que justement elles sont complètement détachées de façon émotionnelle et elles vont pouvoir sortir des stratégies d'attaque. Un enfant à l'attachement sécure devient un adulte à l'attachement sécure et autonome, et un enfant à l'attachement insécure, ambivalent et résistant devient un adulte à l'attachement préoccupé. Ensuite, un enfant à l'attachement insécure et évitant devient un adulte détaché, et un enfant à l'attachement insécure, désorganisé, désorienté devient un adulte à l'attachement désorganisé. Alors, à quoi sert et quand on connaît son style d'attachement,
On va savoir si on est en insécure, en préoccupé, etc. Le tout, c'est de repasser dans un mode le plus sécure possible. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu dans la formation du style d'attachement à l'âge adulte, c'est entretenir une relation de couple satisfaisante, par exemple de devenir parent, avoir un travail valorisant, entreprendre une psychothérapie d'aide avec ou des coachs ou des thérapeutes qui vont pouvoir aider à comprendre toutes ces zones d'angoisse et d'anxiété. Ensuite, se révolter contre les maltraitances passées. On peut penser à des enfants qui ont été maltraités dans leur enfance, des attouchements, etc. Donc, elles peuvent se révolter et ça va les faire remonter dans un mode sécure. Vieillir aussi, s'apaiser et aussi vivre tout événement qui permet de prendre de la distance par rapport aux expériences du passé et favoriser la résilience. La résilience, c'est vraiment cette remontée de la courbe. C'est Boris Cyrulnik qui a beaucoup parlé de ça. On continue. Alors, après ça, je vais vous montrer un tableau qui est très bien fait de Christine Genet et Estelle Wallon qu'on retrouve. Et elles vont noter les styles d'attachement et comment elles influencent la vie dans de nombreux domaines. Alors, les réactions face au stress, à la perte, à la représentation de la relation d'aide, mais aussi au développement de l'empathie, de la relation de couple, par exemple, de la parentalité, le vieillissement, la santé physique et mentale et l'adaptabilité à l'insertion sociale. En fait, toute cette introduction, c'est pour introduire ce test qu'on va faire pour connaître son style d'attachement. Alors, voici le tableau, je l'ai agrandi beaucoup. On va passer, si vous êtes d'accord, je vais passer vite fait sur le tableau. C'est un tableau qui nous permet de voir les réactions au stress, les réactions face à la perte, les réactions d'aide et d'empathie, les relations de couple, la parentalité. Par exemple, dans un couple sécure, le modèle de soi et des autres est positif. Dans la relation de couple, elle est dans une relation de couple dans la réciprocité, les désaccords ne sont pas perçus comme menaçants. Dans une relation de couple détachée, le modèle de soi positif et le modèle des autres négatif, on a tendance à garder les distances et à contrôler les émotions et celles des autres. On a des difficultés à répondre aux besoins de soutien du partenaire. Alors, pour le mode préoccupé, on a une peur de l'abandon et le besoin d'être rassuré au risque de devenir jaloux et excessif. Ensuite, dans la dernière partie, craintif, c'est une souffrance et confusion vécue dans l'enfance, réactivée, qui va créer des conflits fréquents, pouvant aller jusque la violence. Vous voyez, alors au niveau de la santé physique, pour les personnes sécures, elles vont prendre soin d'elles, elles auront une bonne hygiène de vie. En cas de maladie, elles vont accepter les soucis et leur vulnérabilité et vont arriver à rentrer pour avancer dans le soin. Pour les personnes détachées, en cas de maladie, elles vont rechigner à consulter. Pour les personnes préoccupées, la peur de la mauvaise santé pousse à consulter sans pouvoir être rassurées. Et ensuite, dans la dernière partie, pour la santé physique, eh bien les derniers, pour les craintifs, ils ont une espérance de vie moins longue que celle des adultes présentant un autre style d'attachement. Pour la santé mentale, il y a plus de risques de fonctionnement, de non-résistance au stress, par exemple. Et c'est quelque chose qui est important et c'est pour ça que je propose ce soir le style d'attachement pour pouvoir faire ce test, pour être né et pour se connaître et surtout pour changer, pour aller vers un style d'attachement sécure, pour plus être dépendant, être en dépendance affective, avoir peur tout le temps d'être abandonné par l'autre et dépendre complètement de l'autre. Ce qui fait qu'il étouffe. L'autre est complètement comme et le premier veut absolument alpaguer le deuxième parce qu'il manque et il est dans l'insécurité, il va quelque part tuer dans l'œuf la première personne. On va faire le test si vous voulez bien. Le test, je vous invite, soit vous avez pu imprimer le cahier d'exercice qui est là, soit si vous l'avez pas imprimé, c'est pas grave, vous l'avez peut-être sur l'écran. Et je vais vous donner les recommandations pour ce test. À chaque item que je vais nommer, il y aura une lettre associée, A, B ou C. Si l'item, par exemple, l'item numéro 1, je vais donner un exemple. Je suis souvent inquiet ou inquiète à l'idée que mon ou ma partenaire cesse de m'aimer. Si c'est vrai pour vous, vous allez noter A sur votre feuille. Si c'est pas vrai, vous ne notez pas. D'accord? À chaque item où c'est vrai, vous notez la lettre. Ça va pour vous? On y va. On continue. Donc, première question. 1. On peut noter le chiffre 1 comme ça dans la liste des questions. Après, vous allez pouvoir retrouver les items à travailler. 1. Donc, 1. Question numéro 1 de ce test, il y aura 41 questions. Je suis souvent inquiète à l'idée que ma partenaire cesse de m'aimer. Si c'est vrai pour vous, vous notez A. 2.
Je trouve facile et naturel de montrer mon affection à mon ou ma partenaire. Je trouve facile et naturel de montrer mon affection à mon ou ma partenaire. On va noter B pour celle-là, si c'est vrai. Troisième, j'ai peur de ne plus être aimé une fois qu'on me connaît bien. J'ai peur de ne plus être aimé une fois qu'on me connaît bien. À noter, c'est un item A, si c'est vrai pour vous. 4, un item C. Je me remets facilement d'une rupture, c'est étrange, comme je peux facilement sortir quelqu'un de mes pensées. Pour l'item 4, qui est noté C, si c'est vrai pour vous, on note C. Je me remets facilement d'une rupture, c'est étrange, comme je peux facilement sortir quelqu'un de mes pensées. 5. Lorsque je suis célibataire, je me sens anxieux ou anxieuse et incomplet. Lorsque je suis célibataire, je me sens anxieux ou anxieuse et incomplet. C'est un item A. 6e question. Je trouve difficile de soutenir émotionnellement mon ou ma partenaire lorsqu'elle est déprimée. C'est un item C. Je trouve difficile de soutenir émotionnellement mon ou ma partenaire lorsque celle-ci est déprimée. Lorsque mon ou ma partenaire s'en va, j'ai peur qu'il soit attiré par quelqu'un d'autre. C'est un item A pour le numéro 7. Lorsque mon ou ma partenaire s'en va, j'ai peur qu'il ou qu'elle soit attiré par quelqu'un d'autre. Item 8. C'est un item B. Si c'est vrai pour vous, on notera B. Je n'ai pas de problème à m'engager dans une relation amoureuse. Je n'ai pas de problème à m'engager dans une relation amoureuse. Item 9. J'accorde plus d'importance à mon indépendance qu'à mes relations. J'accorde plus d'importance à mon indépendance qu'à mes relations. C'est un item C. Question 10. Je préfère ne pas partager mes sentiments les plus profonds avec mon ou ma partenaire. Je préfère ne pas partager mes sentiments les plus profonds avec mon ou ma partenaire. C'est un item C. 11e question. Lorsque je dis à mon ou ma partenaire ce que je ressens, je crains que ce ne soit pas réciproque. C'est un item A. Lorsque je dis à mon ou ma partenaire ce que je ressens, je crains que ce ne soit pas réciproque. C'est un item A. Question 12. En général, je suis satisfait de mes relations amoureuses. C'est un item B. En général, je suis satisfait de mes relations amoureuses. En 13. Je pense beaucoup à mon ou ma partenaire. C'est un item A. Je pense beaucoup à mon ou ma partenaire. 14. Je trouve difficile de m'engager dans une relation amoureuse. Je trouve difficile de m'engager dans une relation amoureuse. C'est un item C. 15e question. J'ai tendance à m'attacher très rapidement à une relation, à un ou une partenaire. Question 15. J'ai tendance à m'attacher très rapidement à un ou une partenaire. C'est une question à item A. 16. J'ai peu de difficultés à exprimer mes besoins à mon ou ma partenaire. J'ai peu de difficultés à exprimer mes besoins à mon ou ma partenaire. C'est un item B. 17e question. Parfois, mon ou ma partenaire m'irrite ou m'agace sans que je comprenne pourquoi. Parfois, mon ou ma partenaire m'irrite ou m'agace sans que je comprenne pourquoi. On continue. 18. C'est un item A. Je suis très sensible à l'humeur de mon ou ma partenaire. Je suis très sensible à l'humeur de mon ou ma partenaire. 19. Je pense que la plupart des gens sont honnêtes et fiables. Ça, c'est une question B, 19. Je pense que la plupart des gens sont honnêtes et fiables. 20. Je préfère avoir des relations sexuelles occasionnelles avec des partenaires de passage plutôt que l'intimité d'une relation à deux. Ça, c'est un item C. Je préfère avoir des relations sexuelles occasionnelles avec des partenaires de passage plutôt que l'intimité d'une relation à deux. C'est un item C. Question 21. Je n'ai pas de problème à dire ce que je pense et ce que je ressens à mon ou ma partenaire. C'est un item B. Je n'ai pas de problème à dire ce que je pense et ce que je ressens à mon ou ma partenaire. C'est un item B. On continue. 22. J'ai peur à l'idée que mon partenaire me quitte et que je ne trouve jamais personne d'autre. Ça, c'est un item A pour la question 22. J'ai peur à l'idée que mon ou ma partenaire
me quitte et que je ne trouve jamais personne d'autre. C'est un item A. 23. Question 23. Je suis mal à l'aise quand mon ou ma partenaire devient trop proche. Ça, c'est un item C. 24. Lors d'un conflit, je suis impulsif et j'ai tendance à dire des choses que je regrette par la suite. Lors d'un conflit, je suis impulsif ou impulsive et j'ai tendance à dire des choses que je regrette par la suite. Thème 25. En général, une dispute avec mon ou ma partenaire n'implique pas que toute notre relation soit remise en question. Ça, c'est un item B. En général, une dispute avec mon ou ma partenaire n'implique pas que toute notre relation soit remise en question. 26. Mon ou ma partenaire me demande souvent d'être plus intime que je ne peux l'être. Ça, c'est un item C. Mon ou ma partenaire me demande souvent d'être plus intime que je ne peux l'être. C'est un item C. 27. Parfois, j'ai l'impression de n'être pas attirant ou attirante. Ça, c'est un item A. Parfois, j'ai l'impression de n'être pas attirant ou attirante. C'est un item A. Question 28. Il arrive qu'on me trouve ennuyeux ou ennuyeuse parce que je ne suis pas passionnée dans mes relations. Ça, c'est un item B. Il arrive qu'on me trouve ennuyeux ou ennuyeuse parce que je ne suis pas passionnée dans mes relations. C'est un item B. 29. Question 29. Un item C. Mon ou ma partenaire me manque quand on n'est pas ensemble, mais quand on se retrouve, je ressens le besoin de m'échapper. Ça, c'est un item C. Mon ou ma partenaire me manque quand on n'est pas ensemble, mais quand on se retrouve ensemble, je ressens le besoin de m'échapper. Item 30. Lorsque je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je n'ai pas de problème à exprimer mon opinion. Lorsque je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je n'ai pas de problème à exprimer mon opinion. C'est un item B. Item 31. Je déteste avoir l'impression que quelqu'un dépend de moi. Ça, c'est un item C. Je déteste avoir l'impression que quelqu'un dépend de moi. Question 32. Si je m'aperçois qu'une personne qui me plaît s'intéresse à d'autres personnes, je suis déconcertée. Je peux ressentir une pointe de jalousie fugace. Ça, c'est un item B. Si je m'aperçois qu'une personne qui me plaît s'intéresse à d'autres personnes, je suis déconcertée et je peux ressentir une pointe de jalousie fugace. Question 33. Si je m'aperçois qu'une personne qui me plaît s'intéresse à d'autres personnes, je me sens soulagée. Cela veut dire qu'elle ne recherche pas l'exclusivité. Ça, c'est un item C. Si je m'aperçois qu'une personne qui me plaît s'intéresse à d'autres personnes, je me sens soulagée. Cela veut dire qu'elle ne recherche pas d'exclusivité. Item C. 34. Question 34. Si je m'aperçois qu'une personne qui me plaît s'intéresse à d'autres personnes, je me sens déprimée. Item A. C'est un critère A pour la 34. Si je m'aperçois qu'une personne qui me plaît s'intéresse à d'autres personnes, je me sens déprimée. Question 35. Si je m'aperçois que la personne avec qui je sors devient froide et distante, je me demande ce qui se passe, mais je sais que ça n'a rien à voir avec moi. C'est un item B. Si je m'aperçois que la personne avec qui je sors devient froide et distante, je me demande ce qui se passe, mais je sais que ça n'a rien à voir avec moi. Si, à la 36, un item C. Si je m'aperçois que la personne avec qui je sors devient froide et distante, je suis indifférente. Je pourrais même me sentir soulagée. Si je m'aperçois que la personne avec qui je sors devient froide et distante, je suis indifférente, je pourrais même me sentir soulagée. Item C. Question 37. Si je m'aperçois que la personne avec qui je sors devient froide et distante, j'ai peur d'avoir fait quelque chose de mal. Si je m'aperçois que la personne avec qui je sors devient froide et distante, j'ai peur d'avoir fait quelque chose de mal. Item A. 38. Si mon partenaire veut me quitter, j'essaye de faire tout ce que je peux pour lui montrer que c'est une erreur. Item A. 39, question 39. Si la personne que je fréquente depuis plusieurs mois me quitte, ça me fait mal au début, puis je surmonte rapidement cette rupture. C'est un item B. 40. Parfois, que j'obtiens ce que je recherche dans une relation, je ne suis pas sûre de ce que je veux. C'est un item C. Parfois, lorsque j'obtiens ce que je recherche dans une relation, je ne suis pas sûre de ce que je veux. Item 41. Ça ne me poserait pas de problème de rester en contact avec mon ex de façon strictement platonique. Après tout, on a beaucoup de choses en commun. Ça, c'est un item B. Si c'est vrai pour vous, note B. Ça ne me poserait pas de problème de rester en contact avec mon ex de façon strictement platonique. Après tout, on a beaucoup de choses en commun.
Voilà, on arrive à la fin des questions. On va faire le total des A, de vos A, le total des réponses, vous allez noter les B, et le total des C. On va faire le total, je vous laisse un peu de temps pour faire le total de tout ça. Je vous laisse noter en commentaire vos résultats, le nombre de A, le nombre de B et le nombre de C. Le nombre de A, le nombre de B et le nombre de C. Ensuite, quand vous allez avoir ce nombre, ce qui sera important, on n'est pas des totales personnes sécures, totales anxieux ou ambivalents, ou des totalement évitants. On est un peu ambivalent, avec une partie sécure et évitant. Donc, comment on va connaître son style d'attachement? Ça sera un pourcentage. On peut être, par exemple, 75% sécure. Tous les critères B, si vous avez un maximum de B, c'est que vous êtes une personne sécure. Si vous avez un maximum de A, c'est que vous êtes une personne ambivalente, donc plutôt anxieuse. Et si vous avez dans la relation un maximum de C, une personne plutôt évitante. Ce qui va se passer, c'est que pour connaître son pourcentage, on va faire le nombre de A ambivalents. Par exemple, si vous en avez 10, divisé par 14. Voilà, si vous avez 14 A sur 14 fois 100, vous serez à 100%. Si vous avez 7 14 sur 14 fois 100, vous serez à 50% ambivalent. Ici, pareil. Ici, vous allez calculer votre pourcentage de sécure pour le B. Et ensuite, le pourcentage, en multipliant par 100, d'évitant. Comme ça, vous allez avoir votre résultat et vous allez connaître si vous êtes vos pourcentages dans votre vos zones d'attachement, dans votre style d'attachement, pardon. Alors, on compte 3 styles d'attachement qui sont modulés au cours de l'enfance et qui marqueront les relations interpersonnelles à l'âge adulte. Je vous invite à mettre vos résultats dans le chat, dans les commentaires en chat. Au cours de l'enfance et qui marqueront les relations interpersonnelles à l'âge adulte. Si vous vous aimez, et si vous aimez la proximité relationnelle et l'intimité, et que ce n'est pas associé à un quelconque sentiment de menace, vous êtes dans un attachement sécure. Si vous recherchez toujours une proximité relationnelle et l'intimité, mais que vous êtes doté d'une sorte de radar qui vous fait ressentir que vous allez être abandonné, vous êtes dans un attachement anxieux. Et si vous n'appréciez pas du tout la proximité relationnelle et l'intimité qu'à petite dose et que vous avez rapidement besoin de prendre des distances, vous avez un attachement évitant. Alors, après analyse de ce questionnaire, voici un rapport détaillé sur vos styles d'attachement et les conseils qui peuvent faire évoluer sur un style sécure, un style idéal pour avoir des relations harmonieuses avec les autres. Alors, c'est pas seulement en couple, hein, c'est avec toutes les personnes. Hein. On a un profil anxieux, un attachement anxieux avec toutes les personnes, on va avoir peur d'être abandonné, etc. Donc, le style d'attachement sécure, pour vous épanouir dans vos relations, j'ai noté en bas. Une fois adulte, là c'est quand on est enfant, mais une fois adulte, les personnes à l'attachement sécure n'ont aucun besoin à faire confiance et à devenir intimes avec leur partenaire. N'ont aucun problème, pardon. Aucun besoin, c'est pas du tout ça. Aucun problème. Ils sont à l'écoute de leurs propres besoins, tout en étant sensibles à ceux des autres. Donc, une fois adultes, les personnes à l'attachement sécure n'ont aucun problème à faire confiance et à devenir intimes avec leur partenaire et sont à l'écoute de leurs propres besoins, tout en étant sensibles à ceux des autres. Ça, c'est les personnes sécures. Les personnes anxieuses, au style d'attachement anxieux et ambivalent. Une fois adultes, les personnes à l'attachement anxieux ont tendance à vivre des relations empreintes d'anxiété et de frustration. Elles ont peur d'être abandonnées et pour contrer cette anxiété, elles peuvent avoir tendance à chercher à contrôler la relation et ou à se soumettre à leur partenaire. Elles vont toujours être soit dans le contrôle, avoir une autorité, une emprise, soit vouloir se soumettre. Plus le pourcentage est faible, plus votre style d'attachement, pour le chiffre, pour les A, et va être maîtrisé. Si le pourcentage est fort, votre style anxieux est intense. Et ensuite, pour le style d'attachement évitant, une fois adultes, les évitants mettent souvent en avant leurs besoins d'autonomie, ont besoin de leur bulle, à distance de leur partenaire ou de leur famille. Elles ont tendance à éviter l'intimité et présentent une certaine indifférence à l'égard de leurs besoins. Il est en effet possible d'acquérir un attachement sécure à l'âge adulte, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer dans sa vie, dans son enfance, les stress post-traumatiques ou
le fait que l'histoire de famille ou enfant ne soit pas nourrissant. Et ainsi qu'en couple, on peut acquérir, ça peut s'acquérir en 2 à 4 ans, le style d'attachement sécure. Malheureusement, c'est souvent l'inverse qui se produit. Les styles relationnels insécures ont tendance à s'attirer et à se renforcer mutuellement. Et la personne, au lieu d'arriver à avancer et à monter vers le sécure, elle va plutôt tirer vers le bas l'autre personne et c'est pour ça qu'il y a souvent des dysfonctionnements. Et comprendre ça, c'est important pour pouvoir s'en libérer et avancer, bien sûr. Ou alors en faire part à l'autre pour qu'il puisse aussi travailler et que chaque part puisse travailler sur soi. On est vraiment, pour que ça puisse fonctionner, c'est du 100%, chacun doit travailler pour soi sur son amour de soi et de se sentir sécure. De se dire, c'est bon, l'autre, quand il va quelque part, c'est pas pour ça que je vais être abandonné. C'est à soi-même de le travailler. C'est pas à l'autre d'être tout le temps dans la réassurance. Ça, non. Sinon, c'est épuisant pour l'autre. S'il n'y a pas une réelle confiance, une réelle complicité, c'est pas possible. Alors ensuite, je vais passer au thème suivant. Ça va pour vous pour les styles d'attachement? Alors c'était une grosse partie qui est importante de comprendre, que ce style d'attachement, il maîtrise tout. Je coach actuellement une étudiante qui est en école de psychologie et elle est en master 1. Elle a eu de très très bons résultats. Elle s'appelle Sarah et elle a eu, allez, je le dis, elle a eu 14,976 à sa moyenne trimestrielle, enfin à ses partiels, on dit les partiels. Elle était très fière de ça et le sujet qu'elle va traiter, c'est l'attachement et le style d'attachement et le handicap. Et avec une notion autour des émotions. Donc c'est des choses très importantes et qui sont vraiment les bases travaillées quand on rencontre des psychologues, etc. Et ils mesurent aussi notre style d'attachement. Quand on est suivi en psychologie ou en psychothérapie, si on est plutôt, ils savent analyser notre style d'attachement et c'est important aussi que nous, on sache analyser notre style d'attachement pour pouvoir aller vers le sécu. Alors là, on va passer à la partie numéro 3 de notre soirée, de notre thème de la soirée. On va aborder le plaisir et la douleur. Alors le plaisir et la douleur, c'est deux paramètres qui influencent toute notre décision. Notre cerveau va travailler avec ces deux notions. Le plaisir, on a dans les plaisirs le plaisir intellectuel, le plaisir sensationnel, le plaisir physique, le plaisir émotionnel et le plaisir spirituel. Vous voyez, il y a 5 notions de plaisir pour les notions de douleur qui sont la douleur sensitive, la douleur psychologique, la douleur physique et la douleur émotionnelle. Ce qui veut dire que le cerveau va toujours chercher le plaisir et ne pas être dans la douleur. Et vraiment, il veut que ça. Et on va devoir aussi nourrir des sources de plaisir. Et il y a différentes sources de plaisir intellectuelles, donc avec les échanges intellectuels, des relations, des conversations, des découvertes, sensationnelles avec les 5 sens, physiques, émotionnelles et spirituelles. Ça, c'est tourné vers plus grand que soi, la religion, etc. Émotionnel, la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût et la surprise. Alors, j'ai mis ici une représentation, enfin, une coupe sagittale du cerveau montrant les 3 principaux ensembles de neurones modulateurs qui ont été donnés par l'auteur qui est Jean-Paul Tassin. Là, on montre les circuits de la récompense. Le bonheur, pour notre cerveau, c'est des circuits de la récompense. Le plaisir, c'est le circuit de la récompense. Il y a des hormones pour notre récompense et notre plaisir. La dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, l'ocytocine aussi, qui est pas représentée ici. Et on voit que ces circuits de ces neurotransmetteurs passent par les zones frontales, ici. Le frontal, il est là, hein, dans le cortex frontal, et ils prennent leur origine ici. À nouveau, là, et ils vont comme ça, vous voyez, là, vous voyez. Ici, on a le cervelet, le plus ancien cerveau, on a en commun avec les animaux, d'où viennent les émotions primaires, la peur, la colère. La peur, hop, ici, quand on est figé, quand on est qu'on rentre dans le combat, c'est ici que ça se produit. Ou quand figé, combat et quand on fuit. Voilà. Donc, ce qui se passe pour le plaisir et la douleur, ça se sécrète, l'hormone va se sécréter au niveau limbique. Les hormones du système limbique, qui est ici, agissent
identiquement pour tous les individus. On va faire ce circuit-là pour tout le monde, sauf que tous les individus ne réagissent pas de la même façon à un même stimuli. Stimuli, c'est quelque chose qu'on va un impact, c'est un stimulus, des stimuli. Ça va provoquer l'activation, mais c'est inhérent à chacun. Alors, je vais donner un exemple que j'aime bien donner. L'exemple, c'est par exemple, moi, j'aime bien les escargots. Le cerveau limbique, je vois des escargots au beurre à l'ail, il est tout content. Hormone du bonheur. Et ça va nourrir dans mon cortex du bonheur et ça va déclencher les hormones qu'on a vues juste avant, la sérotonine, noradrénaline. Et on va pouvoir dire « Ah, je suis contente, je suis heureuse, j'adore les escargots, c'est délicieux, etc. » On aura des pensées très positives parce qu'on aura mangé des escargots, on sera de très bonne humeur et on sera gai, on aura vécu une expérience agréable, par exemple dans un restaurant ou pendant les fêtes avec les escargots. On va faire une association comme quoi c'est vraiment lié à un moment de bonheur et on va l'intégrer. Ça repart au niveau du cerveau limbique et c'est associé au plaisir. Quelqu'un qui déteste les escargots, il voit avec dégoût, il n'y a pas d'hormones de plaisir qui sont déclenchées. Il voit du dégoût, il va dire « c'est écœurant, manger des petites bêtes comme ça, ah non, je pourrais jamais ». Ses pensées sont plutôt négatives, son humeur peut être maussade, bon peut-être pas que pour les escargots, mais et l'action, il va être en dégoût, et va pas vouloir, et son activation, son expérience, elle va être ah bah par exemple, quand on aura servi que des escargots au fait, bah tiens, il n'y a pas eu de pensée pour moi. Et moi, j'aime pas du tout les escargots, on n'a pas pensé à moi. Ça va être pareil pour quelqu'un à l'école on va lui demander de lire Le Rouge et le Noir Le Rouge et le Noir. C'est une belle info que c'est. On va lui demander de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. Eh bien, celui qui adore lire Hormones du plaisir, tac, il va dire oh génial, c'était génial, hein, on va pouvoir lire un livre, ça va être intéressant, etc. Il l'associe comme une bonne année scolaire, il a passé un bon moment. La deuxième personne qui déteste lire, douleur. Et elle va verbaliser, ça va pas du tout. Voilà, donc ça, c'est pour vous parler des hormones du plaisir. Pour sortir de l'épuisement, il est nécessaire de stimuler les hormones qui sont du plaisir et de stimuler le plus de plaisir possible. Donc, se connaître soi pour avoir ses plaisirs. On continue. On va passer à la partie suivante où on va parler des besoins à combler, que vous voulez combler quand vous êtes en couple. Pourquoi ça vous arrive à vous, l'épuisement amoureux? On va rentrer dans un vif du sujet. Et quels besoins voulez-vous combler quand vous êtes en couple? Savoir pourquoi cela vous arrive, ça va vous permettre d'anticiper, de prévenir les nouveaux épuisements et les nouveaux échecs amoureux ou ne pas aller jusqu'au point de non-retour. Quels besoins voulez-vous combler quand vous êtes en couple? Là, je vais vous faire part des besoins qui sont issus de la pyramide de Maslow, mais un peu de façon différente, qui ont été abordés par les conférenciers en développement personnel, ceux qui travaillent beaucoup sur la recette et de trouver l'âme sœur et la loi de l'attraction, si vous connaissez. Alors, c'est Roger Lannoy, c'est l'homologue de Tony Robbins ici en France. Et ça a été un des traducteurs de Tony Robbins. Il demande déjà, et il donne une recette pour trouver l'âme sœur et être en couple, et être bien en couple. Il demande déjà la première étape, est-ce vraiment un must pour vous? Est-ce vraiment, vous avez vraiment envie d'être en couple? Ou c'est juste une envie comme ça, pour faire comme tous les humains, pour être en couple et avoir une famille, mais vous vous êtes jamais posé la question, et est-ce vraiment un must? Ou c'est juste une envie comme ça? Et est-ce que vous êtes prêt à changer pour pouvoir être en couple et à bien vivre en couple? Parce que tous les êtres humains veulent le changement, mais tous ne sont pas prêts à changer. Donc, pour pouvoir changer, il faut être prêt à vouloir changer. La deuxième étape, c'est la phase de préparation. Elle nous dit qu'il faut se préparer mentalement à gagner. À gagner, c'est une victoire qu'on va aller gagner. Et la victoire, elle se fait toujours en amont. Pour pouvoir être en couple, on se prépare d'abord dans la tête. Ça nourrit et ça entretient le mental. On va prendre le temps de se poser, prendre vraiment le temps de la réflexion. Et on va se demander sur une échelle de 0 à 10, mais où j'en suis? Est-ce que je veux vraiment, quand je suis avec cette personne ou en couple, est-ce que c'est un 10 sur 10 parfait ou c'est tout qu'on fait un 1 ou 2? Voilà. Et c'est quoi pour vous rencontrer l'âme sœur ou c'est juste quelqu'un pour garnir votre vie? Est-ce que c'est
qu'est-ce que vous entendez par couple? Est-ce que c'est juste quelqu'un pour garnir votre vie et montrer que vous êtes socialement accepté parce que vous avez, tout compte fait, un pot de fleurs à côté de vous et voilà. Et est-ce que c'est quoi pour vous être en couple? Est-ce que c'est simplement pour garnir votre vie? Qu'est-ce que ça représente pour vous? On dit vraiment, clarity is power. La clarté, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, d'être clair dans votre tête. Vous ne pouvez pas être clair si vous voulez que l'autre soit clair avec vous, mais si vous n'êtes pas clair déjà vous avec vous-même, ça n'ira pas loin. Troisième chose, êtes-vous là pour apporter quelque chose dans la relation ou êtes-vous uniquement là pour vous servir? Le secret de la vie, c'est de donner. The secret of life is giving. Est-ce que tu es là uniquement dans la relation pour prendre ou es-tu là aussi bien pour donner? Parce que si tu es là uniquement pour prendre l'amour de l'autre, eh bien, ça va pas durer longtemps. Et ensuite, la question suivante, c'est quel type de relation voulez-vous? Quel type de relation voulez-vous? Est-ce que c'est une relation passionnée? Est-ce que c'est une relation amour-passion? Est-ce que c'est une relation amour-frère et sœur? Est-ce que c'est une relation entre deux étrangers? Ou est-ce que c'est une relation pourrie, une relation de guerre? Il y a des personnes qui vont toujours et qui veulent une relation de guerre. Et la dernière chose, c'est pourquoi voulez-vous rencontrer quelqu'un? Pourquoi voulez-vous être en couple? Et pourquoi voulez-vous continuer à être en couple ou à continuer à ne pas être heureux en couple et à chuter vers le bas et ne pas arriver à faire le pas pour sortir d'un couple qui ne vous épanouit plus? Alors, il parle du premier besoin, que je vais définir, c'est quels sont les besoins que tu cherches à combler. Alors, les 4 premiers besoins, 1, 2, 3, 4, là, qui sont à l'écran, c'est les besoins ce sont vraiment les besoins primaires, mais c'est surtout le 5 et le 6 qu'on va aller chercher pour une réussite. Alors, le besoin de sécurité, c'est la sécurité dans ce couple, c'est je ne veux pas être seule quand je rentre le soir, je veux la sécurité de partager des frais, je veux pas être tout seul dans une maison, je veux pas vivre seul, je veux pas être célibataire, je veux être avec quelqu'un, c'est un besoin de sécurité, partage les factures, etc. En deuxième, c'est le besoin de variété. C'est en fait, ça fait des années que je suis seule ou voilà, je suis seule. C'est un peu embêtant d'être toujours seule. J'ai envie de partager des choses avec quelqu'un d'autre. C'est le besoin de variété. Le troisième, c'est le besoin d'être reconnu. C'est le besoin de signification. Vous en avez marre d'être la 11e personne quand vous êtes invité. Vous en avez marre d'être la seule ou le seul tout seul. Et vous avez envie d'être reconnu en tant que couple et d'arriver en couple. La quatrième, c'est le besoin de connexion. Si vous avez besoin de quelqu'un pour pouvoir échanger, parler, besoin de connexion, d'être connecté avec des amis, etc. Ça, c'est le quatrième. C'est le besoin d'être connecté pour échanger avec d'autres personnes. Les 2 besoins supérieurs, c'est vraiment les 2 besoins supérieurs, hein, les besoins supérieurs pour pouvoir avancer. C'est combler en toi le besoin de croissance. C'est faire croître l'amour chez l'un et chez l'autre avec un plan, une vision à 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans et un long terme. C'est un besoin de construire quelque chose. Et le dernier besoin, c'est le besoin de contribuer à la vie d'une autre personne. Quelle valeur ajoutée voulez-vous ajouter dans la vie d'une autre personne? Le besoin de contribution. De qui voulez-vous embellir la vie? Alors, on fait des grands pas en avant si on est dans les besoins de croissance et de contribution. On n'avance pas beaucoup si on est dans les besoins plus primaires, mais il y a des couples qui fonctionnent avec les besoins primaires et c'est OK. Et c'est OK. Je vais vous partager juste après là, la pyramide de Maslow, hein, qui va jusqu'à la réalisation de soi. Ça, c'est une production de la base de Maslow. On a des besoins de survie, de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance, d'estime, de réalisation. J'ai noté ici les 2 besoins de dépassement de soi et de contribution. Alors, je vais les détailler. Dans la vie, on a tous les besoins qui sont étudiés, même quand on est hospitalisé. On va regarder si la personne, quand elle est hospitalisée, si son besoin de survie est comblé. C'est-à-dire son besoin, qui est ici, besoin d'air, de sommeil, de protection contre la nature, de se reproduire, de reproduire l'espèce. Dans la vie privée, ça va être besoin de manger, boire, respirer, dormir, se chauffer, se reproduire, se vêtir. Dans la version professionnelle, c'est un peu différent. Ça, on en parle dans le burn-out professionnel. Mais ici, boire, manger, respirer, dormir, se chauffer, se reproduire, se vêtir. Beaucoup d'êtres humains obtiennent dans la vie une relative satisfaction dans ces 3 premiers niveaux de besoins. Dans les 3 premiers. Nous, on est dans le premier, là, c'est la survie. Un deuxième besoin, c'est la sécurité.
besoin d'organiser sa vie de manière à garantir sa survie. Dans le versant de la vie privée, on va avoir besoin d'accumuler, de privilégier sa stabilité. Par exemple, construire une maison, s'occuper de sa santé. Ça, c'est le versant de la vie privée dans le besoin de sécurité. C'est un deuxième besoin essentiel. On monte par tous les besoins. On monte par le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, puis le 6, puis le 7, etc. Ensuite, on a un besoin de savoir que l'on compte pour les autres. Ça, c'est important. Les strokes sont les remarques positives et négatives qui alimentent, qui est l'aliment premier pour satisfaire ce besoin, la reconnaissance des autres. Les reconnaissances, les remarques positives ou négatives des autres, ça permet d'avoir une appartenance. Même quand vous êtes dénigré dans un groupe, ça veut dire que vous êtes là, vous n'êtes pas ignoré. Le versant de la vie, c'est sentir une dépendance, obtenir un statut social, s'intégrer à un groupe, connaître l'information et pouvoir s'exprimer et partager. Donc là, je vous montre ici que c'est sentir une dépendance, une saine dépendance, une saine codépendance dans la relation, ça c'est ce que décrit Benjamin Lubzinski, une saine codépendance. Parce que être complètement dépendant de l'autre et rien pouvoir faire et être complètement dans une jalousie qui crée donc cette dépendance affective, c'est impossible. Ça étouffe l'autre. Ça, c'est plus de l'appartenance. C'est plus de l'appartenance. C'est la volonté de contrôle, de maîtrise de l'autre. C'est une dépendance. Ensuite, on a le besoin de reconnaissance, d'estime, besoin de recevoir de certaines personnes de son entourage des signes de reconnaissance positifs. Donc, on aura besoin d'être reconnu, apprécié, de parler, de sortir du lot, de s'affranchir et d'avoir de l'indépendance. Ça, c'est le besoin d'estime et de reconnaissance. L'estime de soi et d'être reconnu. Ensuite, on a le besoin de la réalisation de soi. On a besoin de s'épanouir, de méditer, d'approfondir sa culture et de se développer personnellement. On a besoin de s'épanouir, méditer, approfondir sa culture et se développer personnellement. Ça, c'est déjà les besoins. Le 5e niveau, c'est une partie très, très réduite des humains qui arrivent à ça, au développement personnel et à se développer, à s'épanouir. Là, si vous êtes présent ici dans cette masterclass, c'est que vous avez une volonté de développement personnel, déjà. Ça, c'est très important de noter. Le besoin d'affirmer d'une manière personnelle son caractère unique. On n'est plus maintenant dans ce niveau-là de réalisation de soi, on n'est pas la copie conforme d'un autre. On ne veut pas être seulement caché derrière quelqu'un d'autre. Non, on est vraiment soi parce qu'on est unique. Chaque personne est unique. Il a le droit d'être unique. Voilà, dans ces besoins de couple, c'est important. Avec les 2 niveaux au-dessus, c'est le besoin de croissance et de contribution, que j'ai détaillé, c'est d'ajouter une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un d'autre. Quel besoin, on va passer maintenant à cette étape suivante, ces questions, c'est quel besoin voulez-vous combler? Un couple, ce n'est pas seulement prendre, c'est aussi donner. C'est surtout donner et c'est pas seulement prendre. Parce qu'on dit, je veux qu'elle m'aime, je veux qu'elle m'aime, ou je veux qu'il m'aime, je veux qu'il m'aime, mais vous, est-ce que vous l'aimez? Vraiment, sincèrement, inconditionnellement, ou respectueusement? Être en couple, c'est réussir à donner à votre conjoint, à votre conjointe, ce que vous aimeriez qu'il ou qu'elle vous donne. Exemple, si vous voulez que l'autre personne s'intéresse à votre travail, mais prenez le temps de vous intéresser à sa journée. Ça, c'est un exemple. Si vous avez envie, je remets la vidéo, elle était partie, à votre journée. Si vous ne vous engagez qu'à moitié, vous n'aurez que la moitié des récompenses. C'est-à-dire que si vous ne vous engagez qu'à moitié dans un couple, ou si vous êtes distant, ou si vous êtes ailleurs, dans la trahison ou dans le mensonge, vous attendez pas à ce que la personne, elle soit 100% d'accord. Dans un couple, on se donne à 100%, c'est les deux à 100%. Souvent, on entend par erreur, un couple, c'est 50-50. Non. C'est 100 et 100%. Si une personne du couple, elle est engagée qu'à 50%, elle va recevoir qu'à 50% et tout juste. Et si l'autre en face, elle s'engage qu'à 50% pour le couple, c'est pareil. Il faut s'engager à 100%, les deux à 100%, pour construire un couple et qui réussisse le couple. On continue. Alors, êtes-vous prêt à être en couple? À nouveau en couple? Ah, ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on est face aussi à des facteurs qui nous conduisent aux échecs, au auto-sabotage et aux limitations. Et quels sont ces facteurs qui nous conduisent aux échecs, aux autosabotages, aux limitations dans les couples? Eh ben, c'est qu'on n'a pas compris le besoin de connexion. On n'a pas pris en compte
une chose très importante, c'est la notion de personnalité de chaque personne, de comprendre et se comprendre, et de comprendre, alors je sors ma fiche, de comprendre le côté introverti et extraverti, qui on est. En fait, souvent, on ne se connaît pas du tout et on va se perdre dans la relation parce qu'on va être complètement un fantôme de la relation. On ne va pas s'affirmer. La personne qui est introvertie, je vais la détailler parce qu'elle a des préférences comportementales et elle a des besoins différents de la personne qui est plutôt extravertie. Les besoins d'une personne introvertie, c'est de réfléchir, de penser, d'approfondir. Elle a besoin de routine, d'un cadre connu, elle a besoin de calme et elle privilégie les activités simples. La personne extravertie, elle va plutôt avoir besoin d'interagir avec d'autres, de partager, de tester. Elle a besoin de surprises, de changements, de mouvements et elle aime les grands projets. Dans son énergie, la personne introvertie, elle va puiser son énergie à l'intérieur. Elle se ressource dans le calme. Elle se décharge avec les sollicitations. Et la personne plutôt extravertie, elle va puiser son énergie à l'extérieur. Elle va se ressourcer avec des activités et se décharger dans la solitude. Ensuite, face au stress, la personne introvertie va s'apaiser grâce au silence et se retire dans le monde. Elle se retire du monde pour faire face. Elle se vide de son énergie avec l'imprévu. Par contre, une personne extravertie, elle s'apaise grâce au mouvement, se connecte au monde pour faire face et être stimulée par l'imprévu. Vous voyez, il y a déjà face au stress, il y a déjà différentes choses. Ensuite, dans les relations de couple, quand on ne comprend pas qu'une personne est introvertie et l'autre est extravertie, on n'est jamais totalement introverti ou extraverti. Il y a des caractères très précis que je détaille encore dans d'autres formations. Et il y a le côté ambiversion, c'est-à-dire qu'on est un mélange, un savant mélange entre l'introversion et l'extraversion. Ce qu'il est important aussi de travailler et de comprendre, c'est que l'autre dans un couple n'est pas un ennemi. Cependant, dans un couple, certains couples qui vont vraiment partir au chaos, c'est quand la personne en face veut contrôler jusqu'à étouffer l'autre. C'est aussi quand la personne va partir dans la fuite vers des dépendances et va mentir et va cacher les problématiques au conjoint. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de relation de confiance et dès lors qu'il n'y a plus de relation de confiance, on verra après dans les triangles amoureux qu'est-ce qui est important. Et le problème, c'est pas tant de se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ressent l'autre, mais c'est surtout comment moi je me sens dans un couple et comment je peux faire pour aller bien dans le couple. Et on va aussi travailler sur son identité. Qui je suis. Alors l'identité, c'est très important, c'est qui je suis. Je suis par exemple, je suis, et qu'est-ce que vous mettez derrière je suis. Souvent, il y a des problèmes dans l'identité parce que les personnes, déjà dans leur identité, se définissent par leur travail. Je suis coiffeur, je suis dentiste, je suis architecte, je suis, par exemple comme moi, manip radio. Voilà, se définissent par leur identité. On ne se définit pas par une fonction. On est par exemple dynamique, souriant, à l'écoute, attentif, engagé, digne de confiance. On est, voilà, ça, ce sont toutes les qualités que vous mettez derrière votre identité. Ça, c'est très, très important d'avoir une identité construite. C'est ce qu'on travaille en coaching, c'est d'avoir des belles identités construites pour ne pas pas avoir peur du rejet. Dans les facteurs d'auto-sabotage aussi, qui conduisent aux échecs, c'est de ne pas connaître son pourquoi. Pourquoi on veut être en couple? Alors cet exercice, ça je vous le propose, c'est un exercice très très facile. On va écrire d'abord pourquoi on veut être en couple et on va noter la réponse. Et suite à la réponse, on va dire pourquoi. Par exemple, je veux être en couple pour pas être seule. D'accord? Et on va écrire le suivant pourquoi. Pourquoi on veut pas être seul? On va marquer pourquoi. Et on va faire jusqu'à 5 pourquoi. Et il y aura le vrai pourquoi on veut être dans ce couple. Le vrai pourquoi on veut être dans ce couple. Et ça va être votre vrai pourquoi. Est-ce que c'est pour être heureux ensemble? Est-ce que c'est pour partager? Est-ce que c'est pour découvrir? Est-ce que c'est pour voyager? Ou c'est simplement pour avoir quelqu'un à la maison, une présence? Être comme tout le monde et avoir juste une présence qui sera là pour prendre soin de vous. Votre conjoint n'est pas votre soignant. Votre conjoint est une identité à part entière et vous le mènerez en voulant être votre sauveur dans une relation toxique, puisque vous voulez jouer une victime par exemple. Et ça, vous deviendrez
des persécuteurs dans ces cas-là. Hein. Et donc, bien sûr, chaque personne a des qualités et des défauts. Chaque personne, je vois dans le chat que c'est noté que chaque personne a des qualités et des défauts. Oui, bah oui, c'est le propre de tout le monde, bien sûr. C'est ok. Comment on fait alors? Ben on développe et on cultive ses qualités. Si on est toujours orienté sur ses défauts, eh bien on va bassiner les oreilles à son conjoint qu'avec ses défauts. Sauf que si on cultive ses qualités, on apportera déjà dans la relation quelque chose de qualité. Alors, il y a des personnes qui n'acceptent pas hein, les ruptures, ça c'est ok, parce qu'elles veulent forcément que l'autre soit leur chose. Mais l'autre n'est pas leur chose. Elles doivent pouvoir accepter que le désir s'arrête, les sentiments s'arrêtent. Alors je l'ai marqué là avec humour, mais bienvenue dans le monde réel. On n'est pas dans les rêves de contes de fées. C'est beau les contes de fées, mais on n'est pas des fées. À moins qu'on soit des fées du logis, des fées ceci, des fées cela, des fées pas ci, des fées pas ça, mais sinon, des fées, on n'est pas dans un conte de fées. C'est beau dans les livres, c'est beau dans les livres d'histoire, et ils vécurent heureux, et beaucoup d'enfants, et vécurent ensemble toute leur vie. Oui, il y a des couples qui réussissent ça, et bravo. Il y a des couples qui échouent parce qu'au départ, c'était déjà presque voué à l'échec. C'était des amours peurs, des amours mal construits. C'est triste, mais c'est ainsi. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, pour se reconstruire et repartir sur de bonnes bases avec d'autres conjoints, bien sûr, parce que la vie, c'est pas forcément juste pour rester seul, ou pour accepter aussi que sa relation peut devenir une relation simplement d'amitié, mais plus d'amour, passion. On le verra juste après avec Steinberg. Et important de se poser des bonnes questions. Alors, la puissance des questions. Comment aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même? Comment voulez-vous aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même? Deuxièmement, savez-vous à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non et à quoi vous réfléchissez? Savez-vous à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non et à quoi vous réfléchissez? Êtes-vous prêt à prendre des risques? Êtes-vous prêt à prendre des risques? Ensuite, êtes-vous ouvert d'esprit? Êtes-vous ouvert d'esprit? Vous suffisez-vous à vous-même? Ça veut dire que quand vous êtes seul, est-ce que vous vous suffisez à vous-même? Est-ce que vous arrivez à être seul et à être bien seul et être vraiment heureux seul? Parce que si vous n'êtes pas heureux seul, vous ne serez pas heureux en couple, hein, parce que vous n'arriverez pas si vous avez déjà un manque en vous, seul, vous n'arriverez pas à être heureux en couple. Il faut déjà travailler sur ça, sur toi-même. Avez-vous confiance en vous? Avez-vous confiance en vous? Ça, c'est une question importante à se poser. Si on n'a pas confiance en soi, comment on peut avoir confiance en un couple, en l'autre, en face? Si on n'a déjà pas la confiance en soi, c'est presque impossible. Donc, c'est une notion à travailler. Si on n'a pas confiance en soi, comment avoir confiance en l'autre? Avez-vous une bonne estime de vous? Avez-vous une bonne estime de vous? L'estime de vous, c'est la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Ensuite, question suivante, attendez-vous un sauveur ou une sauveuse pour soigner vos blessures du passé? Attendez-vous un sauveur ou une sauveuse pour soigner les blessures du passé? Ensuite, cherchez-vous à vous poser ou à vous amuser? Vivre des expériences avant de rencontrer l'élu de votre cœur, par exemple. Est-ce que vous cherchez à vous poser ou à vous amuser? Ensuite, voilà. Êtes-vous vraiment dédié à vivre en couple? 10e question, c'est êtes-vous vraiment dédié? On faut se poser les bonnes questions. Êtes-vous vraiment dédié à être en couple? Avez-vous une vision trop idéalisée du partenaire de rêve? Avez-vous une vision trop idéalisée du partenaire de rêve? Ensuite, êtes-vous bloqué par une histoire qui se répète? Êtes-vous bloqué par une histoire qui se répète, un scénario de vie? Ensuite, jouez-vous la victime? Jouez-vous la victime? Ensuite, qu'êtes-vous prêt à apporter dans le couple? Qu'êtes-vous prêt à apporter dans le couple? Ensuite, êtes-vous prêt à tout faire pour relever un challenge à deux et non pas tout seul? Êtes-vous prêt à tout pour relever un challenge à deux et non pas seul? Êtes-vous prêt à mettre en sommeil un amour propre pour construire un amour commun? Êtes-vous prêt à mettre en sommeil un amour propre pour construire un amour commun? Êtes-vous prêt à faire entrer quelqu'un dans votre vie? Êtes-vous prêt à faire entrer quelqu'un dans votre vie? Êtes-vous suffisamment disponible? Êtes-vous suffisamment disponible? Ah, ça, c'est toutes des questions à se poser, hein. Ça remue un peu les ménages, mais parfois, il y a des questions où on se dit non, non, oui,
j'ai une vision trop idéalisée du partenaire de rêve, par exemple. Oui, peut-être, je suis bloquée dans une histoire qui se répète, oui. Je joue la victime. Oui, je me rends compte, par exemple, j'arrête pas de jouer la victime, d'être le petit malheureux et d'être le demandeur d'avoir de l'amour, par exemple. Ou la demandeuse. J'arrête pas de jouer le Calimero. Ben non, ça n'ira pas. C'est sûr que ça n'ira pas. Et en face, la personne, elle se sent, la personne ça c'est de l'analyse transactionnelle, hein, c'est la personne qui se soumet et l'autre qui monte en autorité, mais qui veut pas l'autorité. Elle veut être en relation adulte-adulte. Mais vous n'avez pas pris votre place pour être en adulte-adulte. Vous n'êtes pas devenu un adulte. Vous êtes comme un enfant dans la famille. Qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse? Elle a besoin d'avoir, ou alors elle a envie d'être une maman avec un enfant. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, hein, très bien, et qui fonctionnent comme ça. C'est que l'épouse, elle n'a pas, par exemple, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Elle a un 5e enfant. C'est le mari qui joue l'enfant. Il y a des modèles de couple qui ont fonctionné même dans le temps. On voyait ça beaucoup. Mais il y a des femmes qui n'ont pas envie de jouer la maman de leur mari. Elles n'ont pas du tout envie d'entrer dans un rôle comme ça. Et elles vont se décourager et s'écœurer du couple et se retirer du couple. Et là, le mari dit, oh mon Dieu, c'est pas juste, c'est pas normal. Elle s'en va. Mais si, c'est normal qu'elle s'en aille. C'est complètement normal. Elle n'a pas envie de jouer ce rôle-là. Elle n'a pas envie d'être une maman ou d'être une personne autoritaire puisque vous n'avez pas envie, vous, de prendre votre place de mari dans le couple. Vous êtes toujours soumis. Vous n'avez pas envie d'y aller. Vous faites le Calimero. Ben non, non. Et vous étonnez pas qu'elle parte et qu'elle dise, ben moi, je claque la porte et je m'en vais. Et ne vous posez pas de même de questions. Remettez-vous en question et dites, ben, maintenant, ben, je vais foirer un couple, je vais essayer de travailler pour en créer un nouveau quelqu'un d'autre, ou etc. et créer un nouveau couple. Parce que là, c'est foutu. Parce que j'ai pas voulu travailler sur moi. Au premier signe d'alerte, elle vous a déjà alerté, hein, les personnes, dans un couple, quand ça va pas, il y a des signes avant-coureurs. Oui, il y a des signes avant-coureurs. Donc oui. La personne qui tombe en burn-out, j'ai expliqué qu'elle voulait tout donner pour son couple. Donc elle peut rester très 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 longtemps pour réussir son couple. Même s'il y a presque plus d'espoir et que c'est gâché, elle va rester très longtemps. Et le jour où elle se rendra compte qu'elle est complètement en burn-out, elle sera partie. Et elle va partir parce qu'elle va devoir prendre soin d'elle. Elle n'en peut plus. Alors ensuite, question suivante. Êtes-vous prêt à accepter que le couple peut être quelque chose de positif pour vous et pas seulement une prison? Êtes-vous prêt à accepter que le couple peut être quelque chose de positif pour vous et pas seulement une prison? Ensuite, avez-vous réfléchi à comment réagir à ce que vous allez mettre en place à la première dispute? Avez-vous réfléchi à ce que vous allez, comment vous allez réagir à ce que vous allez mettre en place après la première dispute? Avez-vous peur de l'inconnu? Avez-vous peur de l'inconnu? Si vous êtes seul ou si vous quittez votre conjoint, ou avez-vous peur de l'inconnu? Avez-vous peur de ne pas être assez joli, assez intelligent, assez beau, assez doux, assez... Est-ce que vous avez peur de ne pas être assez? Êtes-vous bien seul? Êtes-vous bien seul? Alors voilà, ça c'est un échantillon de questions qu'on peut se poser à soi-même. Avez-vous peur de l'inconnu? Êtes-vous bien seul? Il y a des personnes qui en coaching me répondent, ben non, j'arrive pas à être bien seule. Je suis angoissée quand je suis seule. Ben, si vous êtes angoissée quand je suis seule, on va travailler sur l'angoisse et l'anxiété, la notion de peur. On va travailler là-dessus. Si vous allez en couple, vous allez transmettre cette peur. Et au lieu de tirer vers le haut votre couple, vous allez le tirer vers le bas. Ça va? On continue? Alors, dans tous ces épuisements amoureux, quand il y a l'épuisement amoureux, il y a aussi les 3 drôles de dames qui viennent vous visiter. Ça, c'est Raphaël Giordano qui en a parlé. C'est Madame Peur, Madame Complexe et Madame Croyance. Vous allez ouvrir la porte à ces drôles de dames. Vous allez ouvrir la porte à ces drôles de dames. Et elles vont venir à l'improviste, mais qu'est-ce que vous laissez comme place à Madame la Peur? Peur du rejet, peur de l'échec, peur de la réussite, peur de pas être assez, peur d'être jugée, peur d'être critiquée, peur de manquer. Et après, Madame Complexe, c'est quoi vos complexes derrière tout ça? Et vos croyances limitantes? Ah, de toute façon, les femmes sont toutes pareilles, ou elles se prennent pour des princesses, ou alors, je sais pas ce qu'il y a comme croyances limitantes. Je suis trop grosse, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis pas assez intellectuelle, je suis trop manuelle, je suis pas assez carré, je suis pas assez musclée, je suis pas assez... tout ce que vous voulez mettre dans la croyance, je suis nulle, je vaux 0. Voilà, ça c'est toutes des croyances limitantes qu'il faudra travailler. Si vous arrivez dans un couple, je suis nulle, ben bien sûr ça n'ira pas. Ça, ce sont les 3 drôles de dames. Ça va pour vous?
Ça, il va falloir faire attention. Et bien sûr, si vous en reconnaissez, les travailler et les lever, ces croyances limitantes. On les travaille avec des techniques de FT, des tableaux de croyances associés pour pouvoir en sortir, bien sûr, ça c'est très important. On va passer, si vous êtes OK, si ça va pour vous, si vous n'êtes pas endormi derrière l'écran, là, non, ça va. On va passer au trio gagnant. Alors, on va passer à ce trio gagnant et surtout pour pouvoir comprendre et transformer votre vie et votre état d'esprit. Ça, c'est le docteur Sternberg qui en a beaucoup parlé. Alors, je vais prendre une fiche là pour le docteur Sternberg, un brillant médecin. Alors, je vais vous donner ces informations. C'est un psychologue et professeur en psychologie cognitive américain, né le 8 décembre 1949 dans le New Jersey. Ses recherches portent sur les différentes formes d'intelligence humaine et la psychométrie. Et il a défini le triangle de Sternberg comme le triangle de l'amour, avec 1, la passion, 2, l'intimité et 3, l'engagement. Je vais vous définir ce que c'est que la passion, l'intimité et l'engagement. C'est pas forcément ce que vous pensez. L'intimité, c'est pas seulement les relations sexuelles. L'intimité, c'est la partie chaleureuse de l'amour. C'est à quel point vous aimez votre partenaire. C'est aussi ce que l'on ressent envers les amis proches. L'intimité, c'est ça. Les amis proches, ça inclut le sentiment de confiance, de compassion, de partage, de bonne communication. Ça inclut la chaleur, la générosité, la proximité et la convivialité. Ça inclut ce sentiment de confiance, de compassion, de partage, de bonne communication, de chaleur, de générosité, de proximité, de convivialité. Ça, c'est l'intimité, c'est la partie chaleureuse de l'amour. Mais c'est aussi bien avec un partenaire que des amis, que des relations sociales. C'est la partie intimité. La partie passion, c'est la partie chaude de l'amour. Il s'agit d'à quel point vous ressentez que vous avez absolument besoin de votre partenaire. Vous êtes obsédé par votre partenaire. Vous avez constamment, votre partenaire est constamment dans vos pensées. Vous souhaitez fusionner vraiment sexuellement de toute manière possible avec votre partenaire. Vous sentez que votre partenaire est indispensable à votre bonheur. Vous voulez fusionner avec votre partenaire. Vous sentez que votre partenaire est indispensable à votre bonheur. Et la partie engagement, la troisième partie du triangle, c'est la partie cool, ça, de l'amour. L'engagement, c'est la décision, c'est une partie très cool. Il s'agit de savoir dans quelle mesure vous pensez que la relation avec votre partenaire est définitive. Il s'agit de savoir dans quelle mesure vous pensez que votre relation avec votre partenaire est définitive. Il s'agit de savoir si vous resteriez avec votre partenaire tout au long de sa vie et seriez responsable de son bien-être quoi qu'il arrive. Ça, c'est la partie engagement et c'est très cool. C'est le plus cool de l'amour. Alors souvent, on dit que l'engagement, c'est le plus difficile, mais tout compte fait, non. Parce que ça n'engage pas vraiment d'émotion. Dans une relation donnée, à un moment donné, nous allons ressentir différents degrés d'intimité, de passion et d'engagement. C'est ce qu'on va voir juste après, parce que ce triangle n'est pas forcément isocèle. Alors, vous voyez, on a des triangles qui vont être comme ça, bien équilibrés. Ça, c'est l'amour complet, passion, intimité, engagement. Mais on peut avoir des amours avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'intimité, d'intimité plus de passion. Mais on peut avoir peu d'intimité, de la passion et de l'engagement. Et on a tous les triangles qu'on veut. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir, je vais vous les définir, ces 7 styles d'amour suivant Sternberg, qui cumulent les 3 notions. Alors, ici, s'il n'y a que la sympathie, s'il n'y a que l'intimité, une seule dimension, ça veut dire qu'il n'y a pas de triangle, il n'y a déjà que l'intimité, que cette partie-là. Le reste, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de passion, il n'y a que l'intimité. C'est l'amour-sympathie. Ça implique que l'intimité, c'est des unions entre les gens, mais sans passion, ni caractéristique d'engagement. Il n'y a que c'est un amour sympathique. 2. L'amour-engouement. Il ne concerne que la dimension passion, celle-ci. Ici, il n'y a même pas de triangle puisque l'intimité n'existe pas et l'engagement n'existe pas. L'engouement, c'est-à-dire qu'il y a une idéalisation de l'autre plus qu'une vraie connaissance. Là, il y a une idéalisation de l'autre plus qu'une vraie connaissance. Ensuite, on a l'amour vide. Il y a seulement cet engagement-décision. Et c'est 2 personnes qui sont ensemble que pour des décisions rationnelles, qui peut inclure des raisons économiques, des valeurs, des enfants. On a un amour vide qui existe, par exemple, quand il n'y a qu'un engagement entre 2 personnes. Ça se trouve, par exemple, dans des couples de personnes divorcées qui ont bien réussi leur divorce et qui sont engagés pour
des raisons ensemble, économiques, pour les enfants, et qui gardent cet engagement commun. Bien sûr, quand on a des enfants en commun, on a un engagement commun, mais c'est un amour complètement vide. Donc, il n'y a qu'une dimension, c'est l'engagement. Il n'y a plus de passion, plus d'intimité. C'est l'amour-engagement, l'amour vide. Ensuite, il y a l'amour, en quatrième, il y a l'amour romantique. Donc là, ça met deux notions, l'intimité et la passion. Intimité et passion sans engagement. C'est l'amour des grandes histoires de la littérature, du cinéma, de la jeunesse. C'est les amours immatures et totalement pathétiques et qui vont s'effondrer et s'écraser. Ça, c'est l'amour romantique, quand il y a l'intimité et la passion. Quand il y a la dimension engagement plus intimité, donc celle-ci plus l'intimité, mais pas de passion, c'est l'amour-amitié. Il n'y a pas de composante passionnée et ce sont des relations dans lesquelles le couple travaille, mais la passion s'estompe progressivement. Ça disparaît progressivement. C'est l'amour-amitié. Ensuite, en sixième partie, il y a l'amour insensé. Ça inclut des dimensions d'engagement, de décision, plus la passion. Donc l'engagement insensé, c'est la passion plus l'engagement. Ça, ce sont des relations. L'engagement n'est dicté que par la passion et le désir de posséder. Ce sont des histoires passionnées classiques qui risquent de s'effondrer à la première prise. Et ensuite, le dernier, c'est l'amour complet. C'est l'amour des trois dimensions. L'intimité, la passion et l'engagement. Ça, c'est l'amour complet quand il y a les trois dimensions. C'est le type d'amour. Ce type d'amour, il est difficile à avoir et à atteindre et à entretenir, mais qui n'est pas impossible de trouver. Alors, chaque histoire d'amour peut passer par plusieurs types de ces types d'amour à différents moments. Mais l'engagement et le travail constant du couple peut conduire à l'amour sur le chemin de l'amour parfait. Mais il faut vraiment un travail constant du couple, des deux personnes. Alors, je vous les ai notés là. Donc voilà. Là, vous voyez, l'amour-sympathie, c'est quand il y a le numéro 1, ça c'est le docteur Sternberg. Voilà. L'amour-sympathie, c'est quand il y a seulement l'intimité, l'amour sympathique. L'amour-engouement, c'est quand il y a que la passion. L'amour vide, c'est quand il y a seulement l'engagement, décision. L'amour romantique, il y en a deux, c'est l'intimité et la passion dans celui-ci. L'amour amitié, c'est plus l'engagement. L'amour insensé, c'est l'engagement et la passion. Et l'amour complet, c'est les trois. Passion, intimité et engagement. Ça va pour vous? Allez, dans les triangles de l'amour, pas le triangle des Bermudes, c'est le triangle de l'amour, on va continuer pour voir comment on peut améliorer ça, parce que tout compte fait. Parce que si on démarre avec un couple qui a qu'une amour-amitié, est-ce qu'il peut pas grandir petit à petit? Alors, plus la taille du triangle est grande, plus la relation est réussie. Donc, plus il y a d'engagement, plus il y a d'intimité, plus il y a de passion, plus la relation est réussie. Il doit y avoir assez dans le triangle pour qu'une relation décolle. Il doit y avoir assez dans le triangle pour qu'une relation décolle. Une relation est plus réussie dans la mesure où les triangles des deux partenaires correspondent. Une relation est plus réussie dans la mesure où les triangles des deux partenaires correspondent. Ensuite, les idéaux comptent pour beaucoup. Les idéaux comptent pour beaucoup. Ensuite, un individu a non seulement un triangle de sentiments, mais aussi un triangle d'action. Parce qu'il peut agir. Hein, on a des sentiments, mais on peut agir aussi. Il a un triangle d'action. Donc, il peut travailler. Alors, chaque histoire peut passer par chacun de ces types à différents moments de la vie du couple. L'engagement et le travail constant des partenaires qui peuvent conduire sur le chemin de l'amour complet. L'engagement et le travail constant des partenaires pour conduire à l'amour complet. Ce qui importe n'est pas ce qu'on ressent, que ressent votre partenaire, mais ce que vous pensez qu'il ressent. L'important, c'est pas ce qu'il ressent le partenaire, mais c'est ce que vous pensez qu'il ressent. Ça va être important parce que si on pense qu'il ressent de l'indifférence, eh bien, vous allez nourrir cette indifférence, en fait. Et vous allez penser qu'il est indifférent. Donc, en fait, vous allez devoir pouvoir le communiquer et dire « j'ai l'impression que tu es indifférent. J'ai l'impression que ça correspond pas, voilà, j'ai l'impression que ça ne correspond pas entre nous. » Il est donc important de vous communiquer avec votre partenaire pour savoir s'il sait vraiment ce que vous ressentez. Nous avons constaté que souvent, les couples qui le font pas ou qui ne pensent pas que l'autre ressent, n'est pas ce qu'ils ressentent réellement. Et la relation se complique.
car les partenaires se méprennent mutuellement sur leurs sentiments. Car les partenaires se méprennent mutuellement sur leurs sentiments. L'engagement et le travail constant des partenaires peuvent conduire au chemin de l'amour complet, oui. Ce qui importe n'est, voilà, ça je l'avais dit, le changement des triangles, il manque un S là à ce moment-là, le changement des triangles est inévitable et change dans le temps. Vous allez devoir accepter que les triangles changent dans le temps. Et il peut y avoir à un moment l'engagement qui s'arrête, la passion qui s'arrête, l'intimité qui s'arrête. Ce que vous faites dans votre vie quotidienne va affecter votre triangle amoureux. Ce que vous faites, vous, dans votre vie quotidienne, va affecter votre triangle amoureux. Et oui, donc c'est pour ça qu'il est important de travailler à ce qu'on fait soi. Alors, vous pouvez améliorer ou empirer votre triangle amoureux grâce à vos actions au quotidien. Et on va à chaque fois surveiller 8 points clés concernant les triangles et regarder la relation s'améliorer. Les 8 points clés que je vous ai donné juste avant, hein, les 8 points clés, ils sont là. Voilà, en fait, plus, mais les 8 points clés, je vais vous les redonner, je vais vous les citer, mais les 8 points clés, c'est la taille minimale du triangle, la taille du triangle, une correspondance dans les formes du triangle, les idéaux comptent pour beaucoup, les actions comptent pour beaucoup. Ce qui importe, c'est que ce que vous ressentez, ce que ressent votre partenaire et ce que vous pensez qu'il ressent. Ensuite, les triangles changent dans le temps et ensuite, les triangles sont activement modifiables. Je continue. Voilà, on surveille les 8 points clés concernant les triangles et regardez comment la relation peut s'améliorer. Ensuite, il y a surtout un pouvoir de l'intention. Quelle intention avez-vous pour votre couple? Le couple peut changer d'intention dans le temps. Mais quelle intention avez-vous pour votre couple? Et c'est 2 LE. Et encore une faute ici, qui s'est glissée. Non, c'est bien, parce que, voilà, on va vite la passer, comme ça on la voit pas. Il est important, très important, mais vraiment important, que vous puissiez comprendre que s'épuiser à vouloir rester en couple alors que c'est perdu, quand le triangle est mort, le triangle est mort. Mais il reste quand même des espoirs sur les triangles amitié ou triangle engagement pour pouvoir travailler pour que les personnes qui ont par exemple construit ensemble à un moment donné puissent continuer à garder un lien pour les enfants et pour la continuité de l'ex-famille, bien sûr, mais que ces personnes puissent ailleurs se construire et se reconstruire. Et oui, parfois, on est obligé, contraint d'accepter que même si soit on a eu beaucoup d'intimité, de passion et d'engagement pour l'autre, l'autre, petit à petit, s'en est allé de la relation. Parce que c'est la vie qui fait ça. C'est la vie qui fait que la personne, elle s'est désintéressée, désengagée, elle avait plus d'intérêt. Et c'est la vie, on peut pas vouloir que l'autre continue à vous aimer alors que c'est fini. Ce serait fou, et ce serait dangereux pour la santé de vouloir absolument obliger l'autre en face à aimer. Après, entrer dans la haine ne va pas vous aider à grandir et à avancer. Entrer dans des combats va pas aider à grandir et à avancer. Le plus important, c'est d'arriver à accepter et à pouvoir avancer. Hein. Vous l'avez vu, la courbe, le V, comme victoire ou V de vanité. On descend, on va chuter, mais on va prendre de nouvelles décisions et on va trouver de nouvelles forces. Alors, pour le couple ou à l'extérieur du couple. Une fois que une personne a mis un point final, il y a parfois l'autre personne en face qui n'a pas envie de mettre le point final. Et ça épuise aussi. Ça épuise déjà de faire des tentatives pour reconquérir. Et c'est des tentatives parfois vaines, parfois ça marche, mais parfois c'est vain. La personne, elle a tellement demandé en face qu'il y ait quelque chose qui change. Elle l'a demandé pendant la relation de couple. Mais ça n'a pas changé. Et le jour où elle met un point final, le conjoint, il s'étonne. Elle l'a dit 200 fois, 500 fois, des années durant. Et au moment où il y a le point final, la personne elle dit non, c'est pas normal, maintenant je vais tout faire pour changer. Non, les actes. Les paroles ne comptent pas, c'est les actes qui comptent. La personne qui n'a pas fait pour changer, elle va pas changer. C'est les actes qui comptent. Là, je vous ai mis un tableau sur le désir spontané. Alors, comment ça se passe, la boucle du désir?
Alors, comment ça se passe dans le cerveau humain? Quelqu'un passe dans la rue, il passe dans la rue. Vous êtes un bel homme et vous voyez une jolie dame, par exemple, passer dans la rue. Votre cerveau déclenche un désir spontané. Et la première question qui va se poser, est-ce que je suis disponible physiquement, émotionnellement ou intellectuellement? Le cerveau, il est disponible physiquement, ça veut dire il est célibataire par exemple. Il est disponible émotionnellement et intellectuellement. Il va pouvoir s'engager dans le désir sexuel, qui est ici, ou dans l'engagement de l'acte sexuel. Et il y aura des pratiques, des stimulations, et la personne, elle va pouvoir être présente dans l'instant. Et il y aura un engagement dans le désir sexuel réactionnel. Donc ça, c'est normal, c'est le désir spontané. Le cerveau se demande s'il y a une disponibilité, et il va pouvoir y avoir du désir qui vient après. Le désir et le plaisir viennent de nos pulsions. On a 3 pulsions. Pulsion de vie, pulsion de mort, pulsion libidinale. Et de ça découle aussi la boîte noire. C'est l'excitabilité. Chez les personnes, elles sont différentes. Elles sont une influence liée aux émotions et une influence liée à l'estime de soi. Donc, c'est ces 2 zones d'influence qui sont importantes. Ça, c'est l'excitabilité et la notion de pouvoir aussi, lâcher prise. Et ce qui va donner la satisfaction du partenaire, la satisfaction émotionnelle et la satisfaction sexuelle et l'orgasme. Alors, je parle de ça c'est Damien Masclé qui nous le partage à l'Institut des neurosciences, des sexologues, et il nous décrit ces circuits. Et il fait beaucoup de thérapie de couple, et pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas. Voilà. Donc, si on continue, plus on est en souffrance dans sa relation, plus on a besoin de s'occuper de nous, de s'aimer soi et de se chouchouter. Pour éviter d'être exigeant avec l'autre, de vouloir un changement de l'autre. Il est important de revenir sur soi et de s'aimer soi. Ça, c'est vraiment tous les thérapeutes. Commencer par s'aimer soi et s'aimer soi. Quand on est hypnotisé par une personne, on va projeter sur elle un idéal. Et on ne peut pas s'en empêcher. On est obligé de projeter quelque chose de l'idéal pour jouer le jeu de la communion. Puis, il y aura une désillusion. On ne sait pas que c'est normal. On ne sait pas que c'est normal, mais c'est normal cette désillusion. Il y a d'abord, on est hypnotisé par la personne qu'on rencontre, c'est notre idéal, puis on va se désillusionner. C'est normal. Savoir ça, c'est l'intégrer, et cependant, on accepte pas forcément que l'autre soit tel qu'il est. Donc, il va y avoir la notion suivante, la 3e notion, c'est arrêter de prendre tout ce que l'autre nous raconte à la lettre. Je t'aime. Non, détendez-vous. Regardez plutôt ses actes pour voir s'ils sont congruents. Si il joue la victime, ou si c'est une victime de pervers narcissique, ou si c'est un pervers narcissique, si c'est de la poudre aux yeux, si c'est de la vraie souffrance, s'ils ne font pas exprès, mais ils ne peuvent pas aimer. Les vrais pervers narcissiques ou les victimes ne peuvent pas aimer. Voilà. Et arrêtez de prendre tout à la lettre. Non, c'est les actes. Quelqu'un qui vous dit, je vais arrêter d'aller voir ailleurs. Puis il retourne voir ailleurs. Et les actes font qu'il vous trompe tout le temps, il vous trahit tout le temps. Prenez les bonnes décisions, détendez-vous. Ce sont ces actes. Par exemple, quelqu'un qui vous dit pas forcément je t'aime, etc., mais qui est là, qui vous ment pas, qui est pas en train de toujours cacher des tas de choses, etc. Là, c'est quelqu'un où vous pouvez avoir confiance. Et si vous, dans votre relation, vous avez mis une notion importante de confiance, mais qu'il est tout le temps en train de mentir et qu'il affirme qu'il n'a pas menti, il y a un problème. Donc ça, ce sont les actes. Comptez sur les actes, pas sur les paroles. 4e, c'est vouloir la garantie sécurité, fiable et stable, et reste en l'état jusqu'à la fin de ses jours. On veut une garantie sécurité que ce soit fiable et stable jusqu'à la fin des jours. La sagesse en amour dit que cela ne va pas être possible. Si je veux figer l'amour et que je n'adhère pas à l'idée que les choses changent, ça, c'est si je veux figer l'amour et que je n'adhère pas à l'idée que les choses changent. Ensuite, la 5e partie, c'est accepter qu'il y aura un manque. Quand je crois que l'autre va me donner le bonheur. Après, quand il y aura eu un plein de bonheur, il y aura eu un manque. C'est le monde de la dualité. Le manque et le plein. C'est une exigence et c'est comme ça. Donc, l'autre, vous devez déjà cultiver à être dans votre bonheur à vous avant de vouloir toujours que ce soit l'autre qui vous donne le bonheur.
Sinon, vous allez être toujours frustré, vous êtes toujours en manque, vous êtes toujours dans une relation de manque. Ensuite, s'amuser. Arrêtez de faire des drames de tout. La vie n'est qu'un jeu. La vie n'est pas une poubelle. Pas une poubelle. Ça, c'est Véronique Cohn qui vous dit. C'est, on va augmenter l'amour de soi-même et faire confiance en la vie. On va pas s'agripper à une créature humaine, des contradictions, etc. Non, 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 non. On s'agrippe pas à tout ça. Et ensuite, la 7e partie, c'est croire qu'on est digne d'être aimé pour ce que l'on est. Si on cache des bouts de nous et qu'on montre les bonnes facettes, oui, mais on va être aimé pour tout. On est complet. Même les mauvaises facettes. On va être imparfait. Et on va arrêter de croire en ses peurs. On va rencontrer une personne qui nous correspond, montrer sa vraie image. On a des bons côtés, on a des mauvais côtés, c'est vrai, mais il faut être vrai. Je suis ce que je suis. Ça, c'est important. Assumer qui on est. On a des bons côtés, on a des mauvais côtés. On est douce et colérique. Oui, on est, voilà, oui, on est. Et l'accepter. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est souvent à travailler. Être digne d'être aimé pour ce que l'on est. Alors, je vous remonte la courbe ici qui est importante. Vous voyez, on a cheminé, on a parlé des éléments de colère, de peur, mais on a surtout parlé de décision et d'expérimentation, de nouvelles forces pour sortir. Comment? Quand on est ici, parce que, voilà, être là, dans la colère contre un conjoint, contre la relation qui a été échouée, qu'il est parti, ça ne vous fera pas avancer puisque vous êtes toujours là. L'important, c'est d'aller là, de sortir du marasme et d'avancer. L'important ici, c'est de prendre des décisions, expérimenter, avoir du sens et trouver des nouvelles forces. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous mettre en place pour votre vie? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes, par exemple, vous êtes seul. Vous êtes seul, mais vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour avoir un couple heureux et harmonieux. Et bien donc, on va prendre des décisions et des expérimentations. Et on va se connaître soi pour pouvoir avancer et pas retomber à chaque fois dans le même scénario, ce scénario de vie. Ensuite, on a été quitté, mais on veut rester là. On veut rester dans le déni. On veut pas avancer. On a le droit. On a le droit. Chacun est responsable de sa vie. La personne qui veut pas avancer, qui veut rester dans la colère contre l'autre, c'est pas juste, tu aurais pas dû faire ça, etc. Ou qui a peur. Ben voilà. Qui sait pas avancer, qui reste figé là. Elle peut rester un an, mais on connaît des gens qui sont restés toute leur vie dans la colère et la peur. Même pas que en couple, mais de la colère contre les parents, colère contre les grands-parents, de la colère contre tout le monde. Ils sont restés là-dedans. On a connu aussi des gens qui sont restés dans la dépression, dans la tristesse, dans tout le temps. Celui qui est en burn-out, il veut en sortir. Il fera tout pour en sortir. Il va trouver des choses ici pour sortir, parce qu'il veut réussir. Le profil du burn-out, il est un challenger et un perfectionniste. Il veut réussir. La personne qui est dans la dépression, elle veut aussi en sortir. Mais elle a moins, c'est plus dur. Elle peut rester longtemps dans la dépression. Il y a des gens qui restent des décennies dans la victimisation et qui jouent les victimes tout le temps, toute leur vie, parce qu'ils existent comme ça. Parce que les gens vont les plaindre. On va dire, oh mon pauvre, ma pauvre, il t'a quitté ou elle t'a quitté. Tu es vraiment une victime. Non, non, non. Tous les gens, ils vont prendre ça en tant que victime, vont pas pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, il faut sortir de ce rôle de victime parce que c'est le rôle de victime, c'est vraiment la relation toxique, la relation pourrie. Vous ne construirez rien à vouloir rester dans le marasme. Et on peut y rester, hein. Ça fait partie de la vie, mais à vouloir rester la victime. Et le pauvre malheureux Calimero qui a été, ou la pauvre malheureuse qui a été quittée. Non, stop. De toute façon, vous ne rencontrerez pas de nouvel amour et votre ancien amour ne reviendra jamais pour quelqu'un qui joue la victime, oh, tu m'as trop fait de mal, etc. Non, jamais. Bien au contraire. On apprécie des gens qui vont être bien dans leur peau, bien dans leur basket, qui ont bien de l'amour d'eux, qui seront en pleine santé. Voilà. Donc c'est ça qui est important. C'est un peu secouant ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est son chemin personnel. Hein. La volonté de sortir, c'est son chemin personnel. N'attendez pas que des gens vont vous prendre la main pour vous sortir. C'est vous, à vous bouger le cucu, à vous bouger les fesses, sortir de votre déni. Alors, dans les dénis, il y a les dénis à l'alcool. Hein. On est dans le déni d'être dans une relation toxique. Et la relation toxique, c'est peut-être l'alcool, c'est peut-être la drogue, c'est peut-être le jeu, c'est peut-être le sexe, c'est peut-être les zones d'addiction, c'est peut-être le travail, c'est peut-être donc l'argent, le sexe. Le sexe, c'est la première addiction au monde. Elle est passée première. Après, il y a le jeu. Il y a l'alcool, il y a le sport aussi, hein, quand on le met à excès, le plaisir à excès, le sport à excès devient une addiction.
Donc, c'est à soi d'être responsable pour sortir des addictions soi-même. Vraiment soi-même. Ensuite, on continue. Alors, oui à l'amour idéal sans souffrir atrocement. Alors, on est à la dernière partie. Alors, je l'ai apporté en bonus, cette dernière partie. Parce que vous êtes nombreux à passer les portes des consultations en coaching pour pouvoir retrouver l'amour parce que vous en pouvez plus d'être seul et vous avez rencontré des personnes. Ça a été des échecs, des échecs, des échecs. Ce procédé d'objectif, alors, il est ici. Voilà, là. Trouver l'amour idéal. Il est là. Procédé de partenaire parfait. Oh, on va montrer. Alors, ça c'est un travail sur vous-même. Déjà, vous avez vu pendant toute cette exposé, on va travailler sur soi et se connaître connaître qui on est en amour, pour pouvoir donner et être heureux et pouvoir recevoir. Alors, on va, pour le procédé d'objectif, quand vous allez être à la recherche d'un partenaire, c'est la même chose pour rechercher un client idéal, c'est la même chose pour rechercher un collaborateur idéal dans le travail. Vous allez faire la liste de toutes ces caractéristiques que vous voulez absolument. Par exemple, si c'est du sourire, l'enthousiasme, du charisme, le rire, les connaissances, faire confiance, de la douceur, qui se dépasse, qui avance, qui se pose des questions, qui s'intéresse, qui avance, etc. Ça, vous allez noter toutes les caractéristiques que vous voulez. Il en faut au moins 30 caractéristiques que vous voulez trouver chez l'autre. Et en face, vous allez marquer tous les critères rédhibitoires. Tout ce que vous ne voulez pas. Tout ce que s'il y a, vous direz non. Vous direz non. Tous les critères rédhibitoires. Et voilà. Et si vous rencontrez quelqu'un il y a un critère rédhibitoire, allez, au revoir, bye bye. Vous ne perdez pas de temps. Votre temps est compté. C'est ce que vous avez de plus précieux. C'est pas votre argent, c'est votre santé, mais surtout votre temps. Votre temps est compté sur Terre. Est-ce que vous avez passé 50 ans à être malheureux? Est-ce que vous avez passé 30 ans ou 40 ans à être malheureuse? Est-ce que vous avez passé 20 ans dans une relation qui ne vous épanouit plus, ou 10 ans dans une relation qui ne vous épanouit plus? Pour trahison, pour mensonge, etc. Non, non. Donc, vous allez vous mettre en selle pour pouvoir sortir et aller vers un autre couple. Et c'est OK. C'est OK. Personne va critiquer de vouloir être heureux ou heureuse. Non. On ne demande pas aux gens sur Terre, Dieu, etc., ne demande pas aux personnes de vivre malheureuses. Non. Il n'y a personne qui demande ça à personne. C'est vous qui vous imposez de rester malheureux ou malheureuse. Et on va mettre ces caractéristiques qui sont fortement attractives. Alors ça, c'est pour aller chercher sa cible inconsciente. Plus il y en a, mieux c'est. C'est-à-dire que, et on va noter, j'aimerais trouver chez mon partenaire, par exemple, du sourire. Sur un critère de 0 à 10, j'aimerais qu'il soit très souriant à un niveau 7 sur 10, etc. Vous pouvez noter sur votre procédé d'objectif le détail complet de ce que vous voulez trouver en amour. Ici, il fait 1m65, s'il fait 1m70, s'il fait 1m75, s'il fait 1m80, s'il est plutôt sportif ou plutôt tranquille et doux et câlin et gentil. Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Soyez précis. Soyez précis. Ne demandez pas des choses imprécises parce que vous allez recevoir des choses imprécises. Voilà, ça c'est vraiment le procédé d'objectif où on va vraiment mettre et on va mettre en action son système réticulo-activateur qui va nous permettre d'aller chercher la cible. Voilà. Alors, j'aime aussi lire, j'aime Raphaël Giordano et je voulais vous partager parce que je trouve que ça résume bien. Elle a nommé 7 règles en amour et on va clôturer avec ça. Ça va résumer, en fait, pour sortir d'un épuisement, c'est d'appliquer ces 7 règles. La première règle, c'est l'harmonie se trouve dans le subtil équilibre entre l'art de donner et l'art de recevoir. L'harmonie se trouve dans le subtil équilibre entre l'art de donner et l'art de recevoir. La deuxième règle, pour faire vivre la flamme, n'oublions jamais de mettre légèreté, fraîcheur, jeu, gaieté dans la relation. Mettez de la spontanéité, de la créativité, l'énergie des explorateurs qui défrichent tous les recoins du plaisir, qui goûtent la vie comme on cueille un fruit juteux à même l'arbre un jour d'été. C'est beau, hein? Alors, troisième règle, c'est personne ne possède personne. Ça, c'est de la jalousie. On ne possède pas. Même
quand on est marié, on ne possède pas quelqu'un. Il y a seulement un acte qui a été signé ensemble, bien sûr, devant à l'église ou devant monsieur le maire, etc. Il y a un acte qui a été signé. C'est un acte, voilà. Mais on ne possède pas l'autre personne. Si vous pensez la posséder, vous la mettez dans une cage. Quand l'amour devient une cage, même dorée, l'oiseau meurt lentement asphyxié. La liberté est dans la confiance. Chacun doit travailler à son autonomie affective et elle seule donne des ailes aux sentiments. D'ailleurs, on voit beaucoup moins d'engagement, beaucoup moins de mariage. Parce que justement, parfois, ça, c'était une cage. Et ça a tué l'oiseau qui a été lentement asphyxié dans un mariage. La quatrième règle, diversifier les sources d'amour, d'intérêt et de satisfaction. Ne pas réduire son champ de vue à un seul et unique objet de désir. La souffrance vient de l'obsession du fait de trop se focaliser sur une seule et même personne. Multiplier les béguins, les sources d'amour, mais sur le beau, l'intéressant, le nourrissant. Ça ne veut pas dire des béguins amoureux. Hein. C'est par exemple, vous pouvez aimer une personne, mais avoir un ami, aimer les sources de la peinture, aimer, mais tout ce que vous aimez faire, toutes vos sources d'intérêt et de satisfaction. Et on va se mettre à l'extérieur de l'amour qui enferme lorsqu'il monopolise. Et on peut alors parce qu'il peut tristement devenir toxique. La cinquième règle, c'est peut-on désirer plusieurs personnes à la fois? Quand vous l'avez vu, j'ai partagé le circuit du désir. Mais oui, on peut désirer plusieurs personnes à la fois. Parce qu'il y a plusieurs formes d'amour et parce que le désir est spontané. Et le désir est spontané et il dépend de la disponibilité émotionnelle, physique ou intellectuelle. Donc, oui, dans cette réponse, on peut désirer plusieurs personnes à la fois. Une seule chose à savoir, c'est que les rencontres ne se produisent jamais par hasard. Chaque personne qui m'attire me tend un miroir pour m'interroger sur mes désirs, mes besoins et mes manques. Chaque personne qui m'attire me tend un miroir pour m'interroger sur mes désirs, mes besoins et mes manques. La sixième règle, l'amour de l'autre ne doit jamais nous faire perdre de vue l'amour de soi. L'amour de l'autre ne doit jamais nous faire perdre de vue l'amour de soi. Personne ne devrait avoir le droit de nous faire sentir bien ou mal. Ce serait donner trop de pouvoir à l'autre. Nous avons donc un devoir envers nous-mêmes. Nous donner de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance, veiller sur nous comme sur la prunelle de nos yeux. L'amour commence à dysfonctionner au moment même où l'on fait peser cette responsabilité sur l'autre. L'amour commence à dysfonctionner au moment même où on fait peser cette responsabilité sur l'autre. On dit que c'est l'autre. Le problème, c'est l'autre. Le problème, c'est toujours l'autre. Dans les couples qui dysfonctionnent, ils le disent, le problème, c'est l'autre. Ils arrivent, les thérapeutes de couple, ils disent, c'est toi, t'as pas fait ci, toi, t'as pas fait ça. Non. En fait, c'est là où ça va dysfonctionner, forcément. L'amour de l'autre ne doit jamais nous faire perdre de vue l'amour de soi. En septième règle, chacun a le devoir de se réaliser. Chacun a le devoir de se réaliser. C'est le meilleur gage de responsabilité du couple, c'est que chacun œuvre pour se donner des raisons d'être fier de lui et de rendre l'autre fier aussi. Aussi humble soit l'œuvre qu'elle puisse donner motif à l'admiration, c'est la responsabilité de chacun de savoir ce qui l'épanouit, de faire en sorte de se concrétiser le projet de vie qui mettra le mieux en valeur ses talents, car c'est ce qui donne du temps, sinon tenter de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, la septième règle, c'est chacun a le devoir de se réaliser personnellement. Et c'est vraiment ces 7 points qui sont importants. Hein. Le devoir de se réaliser, l'amour de l'autre ne doit pas faire perdre de vue l'amour de soi. On peut désirer plusieurs personnes à la fois. On peut diversifier les sources d'amour et d'intérêt et de satisfaction. Personne ne possède personne. Pour faire vivre la flamme, n'oublions jamais de mettre légèreté, fraîcheur, jeu, gaieté dans la relation et l'art subtil entre donner et recevoir. Voilà. J'espère que j'ai pu vous apporter toutes des réponses sur votre chemin de résilience pour pouvoir remonter la pente, cette courbe qui fait un V. Moi, c'est avec plaisir que j'ai travaillé cette présentation et que j'ai travaillé et que je me présente à vous ça, parce que ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir pour tous ceux qui ont vu en direct et pour toutes les personnes qui vont le revoir en replay. Alors, il y a le programme Tomber, se relever plus vite, plus fort qui va sortir le 10 février.
Donc, vous le trouverez sur mon site internet et sur les réseaux sociaux. Vous aurez la possibilité de trouver le programme Tomber, se relever plus vite, plus fort, avec des formations en ligne pour avancer, pour pouvoir reprendre votre vie en main, conduire votre bolide et puis franchir les obstacles pour vraiment avancer dans la vie. Vous souhaitez une très très belle soirée et là je vais arrêter le partage. Voilà, je vous souhaite vraiment une très très belle soirée, de rester des gagnants et d'avancer pas à pas, toujours dans la confiance et l'amour de soi. Belle soirée. Belle soirée.